Il y a 25 ans, d'innombrables créatures gigantesques sont soudainement apparues à travers le monde, avec des formes massives qui détruisaient tout sur leur passage, et les gens les ont appelés des dragons. Peu de temps après, l'humanité a commencé à voir des enfants naître avec le pouvoir des dragons, et ils ont été appelés dés. Il y a 3 ans, un événement terrifiant s'est produit. Un dragon massif s'est dirigé vers Mitsuki et la fille a utilisé ses pouvoirs de dragon pour le combattre, mais elle a échoué. À ce moment-là, son frère aîné, Yu, est apparu, lui a dit quelque chose, puis a avancé pour affronter le dragon déformé. Une puissance énorme jaillit de lui, et Mitsuki, debout derrière, regarda son frère les larmes aux yeux. Le flashback se termina. Yu ouvrit les yeux et se retrouva dans un endroit étrange, des sables blancs et une végétation luxuriante avec le bruit des vagues de l'océan au loin sur une grande île. Ici, il rencontra par hasard Iris se baignant dans la mer et vit accidentellement son corps complètement nu. Iris a pris Yu pour un pervers et a crié, invoquant son pouvoir pour l'attaquer. Cependant, malheureusement, elle n'était pas douée pour utiliser ses pouvoirs et elle finit par se blesser. Les vagues éclaboussèrent haut, la projetant sur le rivage. Alors qu'Iris était inconsciente, Yu aperçut accidentellement l'emblème du dragon sur son corps. En bon soldat, Yu enleva son manteau militaire et la couvrit, l'aidant à dissimuler son corps. Quand elle s'est réveillée, la fille pensait toujours que Yu était un pervers car sur l'île de Midgar, il n'y avait jamais eu de garçon. Pour prouver son innocence, Yu a présenté son identification militaire en service actif de Nifel et s'est présenté. Iris fut surprise qu'il ait le même âge qu'elle, tous deux ayant 16 ans. Yu était très poli, détournant le visage pour attendre qu'Iris s'habille. Mais au lieu de mettre ses propres vêtements, Iris se présenta en portant le manteau de Yu. Quand il voulut récupérer son manteau, elle commença à le soupçonner d'être un pervers, le reprenant juste pour sentir l'odeur de son corps, et elle le gronda bruyamment. À ce moment-là, une fille partageant le nom de famille Mononobe avec Yu apparut, le saluant après 3 ans de séparation, au grand choc et étonnement d'Iris. Tous les 3 retournèrent ensuite à l'école ensemble. Mitsuki lui donna un uniforme scolaire et expliqua que, puisqu'il était sur l'île, Yu devait s'inscrire dans leur académie. Midgar avait toujours été une école réservée aux filles, et il en était le tout premier élève masculin. Avant d'entrer dans la salle de classe, Yu fut appelée en privé par Haruka, la professeure principale de la classe Brunhilde. Elle se présenta comme colonel, celle en charge du commandement de Midgar. Elle commença à tester ses connaissances. À travers une série de questions et réponses entre les deux, certains secrets furent progressivement révélés. L'île de Midgar était autrefois un camp de prisonniers pour les dés que Nifel avait capturés, mais lorsque la société a accepté les dés, elle a été transformée en académie sous l'autorité d'Asuga. L'objectif actuel de Midgar était d'utiliser le pouvoir des dés pour bénéficier à la société, comme matérialiser des pouvoirs sombres en ressources rares et les utiliser pour combattre les dragons. Après avoir terminé sa conversation avec Haruka, Yu fut conduit par Mitsuki, sa sœur cadette et présidente du conseil des élèves de Midgar, pour être présenté à toute l'école. Les élèves étaient extrêmement curieux à propos de Yu, surpris qu'il soit un garçon et aussi un dé. Mitsuki rappela à tout le monde de ne pas discriminer par genre, mais de prendre soin les uns des autres et de se protéger mutuellement. Bien sûr, si Yu causait des problèmes, même en tant que frère de la présidente du conseil des élèves, il serait quand même sévèrement puni. Après la présentation, Mitsuki lui a dit que puisque Yu avait été assigné à sa classe, il suivrait une formation en communication avec les dragons, et qu'il devait être prudent et ne pas faire d'erreurs. En entrant dans la classe, Haruka a de nouveau présenté Yu à tout le monde. Mais Lisa n'aimait pas Yu, refusant d'accepter l'admission d'un garçon et accusant Mitsuki d'abuser de son autorité pour faire entrer son frère dans l'école. Cependant, Mitsuki a déclaré que c'était une décision équitable après des procédures appropriées et une enquête officielle. Yu a également levé la main pour prouver qu'il portait l'emblème du dragon, montrant qu'il était vraiment un dé. Lisa a alors exigé qu'il démontre son pouvoir sur le champ, et les camarades de classe ont été d'accord. Yu n'a pas hésité à montrer sa force. La matière noire était une substance qui pouvait être transformée en de nombreux objets et phénomènes, et tous les dés pouvaient la contrôler. Yu transforma la matière noire dans sa main en un pistolet capable de tirer de vraies balles. Ariella ne comprenait pas pourquoi il utiliserait son pouvoir pour créer quelque chose d'aussi inutile, et Haruka expliqua qu'à Midgar, l'ennemi n'était pas humain, donc utiliser des armes à feu serait inefficace. Avant de commencer la leçon, Haruka a demandé à Lisa de lister toutes les espèces de dragons qui avaient été confirmées jusqu'à présent, diffusant ainsi commodément ses connaissances à Yu également. Lisa a connecté son téléphone à l'écran du tableau et a commencé à répondre. Les dragons qui étaient apparus incluaient le dragon noir Rotola, le dragon blanc Léviathan, le dragon rouge Basilic, le dragon bleu Hécatonchires, le dragon d'or Fresberg, le dragon vert Yggdrasil et le dragon violette Kraken.
Leur prochaine cible était le dragon rouge basilic, dont la carapace était aussi dure que le diamant, rendant ainsi le pistolet de Yu complètement inutile. Lisa méprisait les capacités de Yu, mais Mitsuki ignorait son hostilité, tandis qu'Iris prenait directement la parole pour le défendre, disant que Yu était désormais l'un de leurs camarades, et qu'elle n'était pas gênée par l'incident embarrassant de ce matin. Cependant, la franchise brutale d'Iris ne fit que renforcer l'idée que Yu était une personne méprisable, une tâche qui ne pouvait être effacée même s'il se jetait dans le fleuve jaune. La scène se déplaça vers la salle d'entraînement. Yu se demanda pourquoi elle avait été construite sous terre, et Iris expliqua qu'une matérialisation ratée pouvait provoquer des explosions mortelles, donc elle avait été construite sous terre pour éviter les accidents de détonation de matériel. Ce qui préoccupait le plus Yu, c'était Iris elle-même à cause de l'explosion sous la mer plus tôt ce matin-là, et il découvrit également qu'elle n'avait jamais réussi à matérialiser de la matière. Comme c'était sa première fois dans le cours pratique, Yu s'est assis dans la salle d'observation. La salle d'entraînement a commencé à changer et Haruka a passé en revue les leçons pour les autres tout en enseignant à Yu. En transformant la matière noire en air, ils pouvaient voler dans le ciel. Pour aider leur pratique, Mitsuki a matérialisé de la matière noire en diamant en forme de Basilic Dragon Rouge. Lisa a déclaré avec audace qu'elle montrerait à Yu la différence de leurs capacités. Elle a invoqué une lance d'énergie, bien que ce ne soit pas une vraie lance. Haruka a expliqué qu'en modifiant sa forme, sa surface était matérialisée, mais que 99% restait de la matière noire. La lance dans la main de Lisa a libéré une puissante explosion d'énergie, brisant instantanément le diamant. Le suivant à faire une démonstration fut Ferrol, qui a invoqué un livre magique et attaqué le dragon basilic rouge de diamant avec une puissante balle d'air comprimée. Haruka a noté que les filles n'imaginaient pas des choses comme de vraies balles lors de la matérialisation. Ce qu'elles imaginaient, c'était de la magie. Miyazawa a invoqué un énorme marteau et a écrasé le corps de diamant de la bête, envoyant des éclats voler partout. Lisa a invoqué le vent pour rassembler les fragments. Oriella a conjuré un bouclier géant pour les bloquer, tandis que Mitsuki a invoqué un arc qui a tiré une flèche d'énergie surpuissante, détruisant complètement le basilic dragon rouge diamant. C'est ainsi que les filles s'entraînaient pour la bataille contre les dragons. Haruka a expliqué que les dragons apparaissaient à plusieurs endroits à la fois parce qu'ils cherchaient un dé compatible avec eux. Chaque dé portait une marque sur leur corps, et lorsqu'ils rencontraient un dragon avec une compatibilité correspondante, la marque se transformait et le dé se changeait en un dragon similaire. Cette vérité avait été confirmée lorsqu'ils avaient tué le kraken pourpre, car ils avaient été forcés d'abattre un camarade qui s'était transformé en dragon. Ensuite, l'objectif fondamental de Midgar a été modifié. L'endroit servait désormais de forteresse pour protéger les dés qui étaient ciblés et pour retenir les dragons au port. La dernière à s'entraîner était Iris. Elle a invoqué un bâton magique plutôt mignon, murmurant qu'elle voulait lancer une météorite, mais cela a échoué. De la matière noire est tombée et a explosé bruyamment. En voyant cela, Lisa invoqua le vent pour attraper Iris et l'aider à atterrir en toute sécurité. Même si elle a échoué, elle avait toujours l'esprit de ne pas abandonner. Après la fin du cours, Yu parla avec Iris. Au lieu de l'encourager, il conclut franchement que peu importe combien Iris essayait, elle échouerait toujours parce qu'elle continuait à répéter la même erreur au lieu de la corriger, et que des gens comme ça finiraient par mourir tôt. Sous le coucher de soleil brillant, Yu se demanda pourquoi elle faisait tant d'efforts. Iris lui raconta qu'il y a un an, lors d'un voyage en bateau avec sa famille, elle avait été la seule survivante après avoir été attaquée par le Léviathan blanc. Elle ne s'entraînait pas pour se venger, mais parce qu'elle voulait se battre pour protéger les autres. La nuit, les deux retournèrent au dortoir. Iris se sentait troublée parce que Yu la traitait mieux que les autres, et elle voulait le connaître davantage et comprendre ses sentiments. Cependant, Yu ne la voyait que comme une petite sœur parce qu'elle ressemblait à Mitsuki à bien des égards. Mais Iris n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle voulait se rapprocher de Yu. Juste au moment où elle allait avouer ses sentiments, l'alarme a soudainement retenti, annonçant une alerte de niveau C, Dragon blanc. Yu se demanda si le niveau C était dangereux, puis vit Iris se tenant le ventre, cachant la marque qui commençait à se transformer. Dans la salle de commandement, Haruka se tenait devant l'écran d'alarme qui affichait que dans moins de 48 heures, le Léviathan blanc arriverait à Midgar. À ce moment-là, Yu retourna dans sa chambre et vit soudainement son ordinateur afficher un appel entrant du Major Loki. Il avait l'intention de contacter Yu plus tôt, mais la sécurité de Midgar était forte, donc cela lui avait pris un certain temps. Loki révéla à Yu un moyen d'exterminer les dragons, qui était d'éliminer D montrant des signes de transformation, et l'organisation Nifel avait besoin que Yu travaille dans l'ombre en leur nom. Yu
n'était pas d'accord avec une méthode aussi cruelle. Loki a subtilement menacé que si Yu ne coopérait pas, il devrait recourir à d'autres mesures. À ce moment-là, il ne restait que 46 heures avant l'arrivée du dragon blanc. Le lendemain matin, Mitsuki a rassemblé tout le monde dans l'auditorium pour annoncer l'apparition imminente du dragon blanc. C'était la deuxième fois qu'il apparaissait. La dernière fois, après son émergence, il a causé un naufrage qui a tué de nombreuses personnes. Et maintenant, dans environ 33 heures, il atteindrait Midgard. Son changement de cap anormal ressemblait à l'époque où le Kraken pourpre était apparu. Mitsuki a instruit tout le monde que s'il voyait leur emblème changer, il devait le signaler immédiatement. Même si quelqu'un attirait le Léviathan blanc, il se battrait quand même pour protéger cette fille. Yu, assis en bas, se souvint soudain de la scène de la nuit dernière, voyant Iris se tenir le ventre comme si elle cachait quelque chose. Et aujourd'hui, elle n'était pas venue à la salle de réunion. Yu devint anxieux et demanda à tout le monde où était Iris, mais personne ne connaissait sa localisation. Après avoir cherché partout, Yu découvrit Iris debout sur le toit de l'école, apparemment avec des intentions imprudentes. Cependant, Iris voulait seulement se calmer. Yu a exigé de voir son emblème pour confirmer son soupçon. Iris a soulevé ses vêtements pour lui montrer la marque et a admis qu'elle avait envisagé de sauter en parachute sans parachute, mais elle avait peur de la mort. Comprenant sa peur, Yu l'a rassuré que personne ne l'abandonnerait et qu'il se battrait pour la protéger à tout prix. Pourtant, Iris avait toujours peur. Si le dragon blanc pouvait percer la ligne de défense finale, elle ne pourrait pas mettre fin à sa propre vie. Elle se transformerait en dragon et ferait du mal à tout le monde, ce qu'elle ne voulait absolument pas. Yu a promis à Iris qu'elle ne se transformerait pas en dragon, et si le pire devait arriver, il mettrait lui-même fin à sa vie tant qu'elle croyait en lui et faisait confiance à tout le monde. Iris était confuse. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Yu? Yu lui a dit de ne pas s'inquiéter car il était le plus fort assassin du monde. Enfin, Iris est allé faire un rapport à l'école puisqu'il avait été confirmé que son emblème avait changé de couleur. L'alerte de niveau C a été élevée au niveau A. À ce moment-là, il restait encore environ 30 heures et 30 minutes avant l'arrivée du Léviathan blanc. Dans l'abri souterrain, Yu attendait dehors et Mitsuki est sorti pour l'informer qu'Iris avait subi un test physique et un examen de santé complet. Bien qu'elle ait peur d'attirer un dragon, Iris est restée calme et coopérative. Après avoir entendu cela, Yu a demandé à sa sœur cadette de le laisser être celui qui protégerait Iris de tout, sauf des dragons. Il a également parlé à Mitsuki de la demande de Loki. Yu a dit que s'il protégeait Iris, l'organisation Nifel n'interviendrait pas et ne causerait pas de problème à Midgard. Mitsuki a compris, si quelque chose de terrible arrivait, son frère tuerait personnellement Iris. Cependant, elle a demandé à être celle qui le ferait. Après tout, ce n'était pas la première fois que Mitsuki avait levé la main sur un camarade. En disant cela, elle s'enfuit, laissant Yu stupéfait, debout sur place. À présent, il ne leur restait que 24 heures avant l'arrivée du dragon blanc. Puisqu'il avait pris sa décision, Yu appela Loki pour l'informer de son choix et lui demanda de ne pas interférer dans cette affaire. Bien que Loki ait accepté de ne pas intervenir, Yu restait assez méfiant envers lui car il n'était pas digne de confiance. Après avoir raccroché et être retourné dans le couloir, il vit Lisa hésiter devant la porte de la chambre d'Iris. Yu trouva cela un peu drôle parce que Lisa avait la langue bien pendue, mais le cœur faible, clairement inquiète pour Iris mais devait quand même agir froidement devant lui. Lisa dit que depuis l'enfance, ils devaient vivre loin de leur famille, donc les membres de la classe étaient considérés comme sa famille. Cependant, elle n'avait toujours pas accepté Yu comme un nouveau membre de cette famille. Yu lui conseilla de bien se reposer avant la bataille, mais en vérité, Lisa n'avait pas le temps de se reposer. Elle devait être vigilante à tout moment. Quand Lisa est partie, Yu lui a demandé à propos de la bataille avec Kraken il y a 2 ans. Lisa s'arrêta, répondit froidement: c'est Mitsuki qui a détruit les 2 Death Dragons Kraken. Rationnellement, elle comprenait qu'il n'avait pas d'autre choix, mais émotionnellement, elle ne pouvait pas l'accepter. Donc, Lisa ne pouvait pas pardonner à Mitsuki d'avoir tué des membres de la famille. La victime cette année-là était Miyako de la classe Brynhild, la sœur cadette de l'enseignante Haruka. À présent, il ne leur restait plus de 22 heures. Yu est entrée dans la chambre d'Iris pour vérifier. Elle a dit fièrement que c'était assez confortable ici, avec un écran pour surveiller la situation à l'extérieur. Comme elle portait une chemise de nuit, Yu lui a rappelé de se changer. Iris a dit que cela ne la dérangeait pas, donc elle ne changerait pas, et elle a même dit à Yu de s'asseoir sur le lit au lieu de rester debout. Soudain, Iris a serré son bras, confiant qu'elle avait un peu peur parce qu'elle allait faire vérifier sa marque à nouveau. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, en touchant Yu, elle se sentait réchauffée et rassurée. Les yeux de Yu se sont accidentellement tournés vers l'écran. Il a vu par hasard les camarades de sa sœur se dévoiler alors que leur jupe flottait.
Iris le vit rougir, puis demanda s'il aimait regarder l'exposition des filles et s'il voulait voir ses sous-vêtements. Iris souleva même sa jupe de manière proactive, utilisant cette action pour exprimer sa gratitude parce que Yuyu se souciait d'elle. Yuyu l'arrêta précipitamment et expliqua qu'elle devait respecter et chérir son corps. Oh, en effet un vrai gentleman dans le cœur des filles. Ensuite, Iris se prépara à prendre un bain. Elle a trompé Yuyu pour qu'il se baigne en premier, avec l'excuse qu'elle craignait que le pervers Yuyu lèche sa baignoire et boive son eau de bain. Il était sans voix face à cette fille, alors il n'avait pas d'autre choix que de se baigner en premier. Cependant, pendant que Yuyu se baignait, Iris, enveloppée dans une serviette, est entrée en demandant à lui frotter le dos. Ce qui ne devait pas être vu a failli être vu. Iris a agi comme un voleur, criant « voleur », comme si elle était la victime. Ensuite, il n'y avait rien ensuite, seulement chacun se baignant de son côté et chacun dormant dans son propre lit. Yuyu avait l'intention de dormir dans la chambre d'à côté, mais Iris l'a rappelé. Elle voulait qu'il soit avec elle cette dernière nuit. Yuyu se demandait pourquoi cela devait être lui et non Lisa ou Mitsuki. Iris a dit innocemment que c'était parce qu'il la traitait mieux que quiconque, donc elle n'avait besoin que de lui. Finalement, le gentil Yuyu a accepté de rester. Il s'est assis sur le tapis au chevet d'Iris et lui a conseillé de ne pas tout voir de manière si pessimiste, de penser positivement, de penser à d'autres possibilités qui pourraient se produire, de penser qu'elle aurait une chance de vivre et de ne pas toujours penser qu'à la fin, il lui prendrait la vie. Après avoir écouté sa persuasion pendant un long moment, Iris a également trouvé que ses mots avaient du sens. Alors, elle s'est endormie paisiblement. Yuyu veillait toujours sur Iris, puis il s'est lui aussi endormi. Dans son rêve, il rêvait de son enfance avec Mitsuki, tous deux se poursuivant en haut de la montagne, contemplant la vue panoramique de la ville au loin. Depuis l'enfance, Mitsuki avait le rêve de l'épouser pour qu'il soit son mari, afin qu'ils soient toujours ensemble comme une promesse privée entre eux. Mitsuki lui avait même donné un baiser de fiançailles, mais alors qu'il rêvait à ce moment, une voix profonde résonna dans sa tête, disant qu'il devrait payer le prix de ses souvenirs. Ces mots réveillèrent Yuyu en sursaut. À ce moment-là, l'aube s'était déjà levée. Iris s'était réveillée plus tôt. Elle regardait l'écran, observant la situation à l'extérieur. Il ne restait que 10 heures. À ce moment-là, le dragon blanc Léviathan avait déjà franchi la première ligne de défense et continuait d'avancer. La prochaine ligne de défense était l'unité de combat de Mitsuki. Tout le monde était très concentré et prêt pour le combat. Dans la chambre d'Iris, Yuyu leva les yeux vers l'écran et murmura « Dragon blanc Léviathan », sans savoir à quoi il pensait à l'intérieur. Une voix résonna depuis la pièce la plus intérieure. Mitsuki a dit sévèrement à Yuyu que, si nécessaire, il mettrait fin à la vie d'Iris. De plus, Mitsuki a souligné davantage les choses que Yuyu devait se rappeler, qu'il devait être mentalement préparé. Si Iris ne pouvait pas se transformer, alors elle-même mettrait fin à Iris. Malgré les paroles de dissuasion de Yuyu, Mitsuki continua de faire ce qu'elle avait résolu jusqu'au bout. Sur le grand écran du centre de commandement apparurent des fragments de météores tombants. Ariella et Haruka opéraient dans le centre de commandement. À un certain moment, la voix froide de Haruka retentit, et une salve de missiles fut lancée simultanément, ciblant le monstre Léviathan. La puissance de Léviathan était si écrasante que les missiles tirés n'eurent aucun effet sur lui. Ailleurs, Yuyu et Iris regardaient, sur un autre écran. Les pensées de Yuyu émergèrent avec une barrière en apesanteur, capable de courber l'espace du monstre Léviathan. Pendant ce temps, au centre de commandement, Haruka eut la même pensée que Yuyu. Au sommet d'une plateforme de lancement de missiles, Miyazawa, Lisa, Mitsuki, Firal et Ariella ont reçu des ordres de l'enseignante Haruka et ont attaqué le monstre. Le monstre a chargé férocement en avant avec sa barrière de gravité zéro comme bouclier. Un par un, chacun utilisa ses capacités et pouvoirs uniques, se combinant pour attaquer Léviathan, créant une explosion en onde de choc sur la mer sans une ondulation. Du côté de Yuyu, soudainement Iris sentit quelque chose d'anormal et cria à tout le monde de s'éloigner. Ces mots étaient comme un avertissement. Le monstre surgit de sous la mer. Il apparut sans une seule égratignure. Peut-être que l'attaque précédente ne l'avait qu'énervé. Léviathan rugit une onde sonore, mais Ariella créa un bouclier pour protéger tout le monde. Pourtant, il ne put tenir et tous furent emportés par cette onde sonore. Même les tours de lancement de missiles ont été brisés par l'impact. Ainsi, la transmission de la bataille a été interrompue. La situation était chaotique. Haruka était plongé dans ses pensées lorsqu'un appel de Loki est arrivé. Du côté de Yue, il a également reçu un appel. La scène était maintenant le dialogue entre Haruka et Yue. Pourtant, il semblait qu'elle ne voulait pas qu'Iris soit présente à ses côtés en ce moment. Sachant cela, Yue dit à Iris de se boucher les oreilles jusqu'à ce qu'il ait fini de parler avec Haruka, et Iris obéit, se bouchant les oreilles et s'accroupissant. Yue s'avança et demanda la raison de la présence de Nifel ici. Les deux échangèrent quelques mots. L'un ne voulait pas qu'Iris disparaisse. L'autre disait que si elle était là, alors tout se répéterait comme il y a 2 ans. Yue semblait avoir découvert un secret de Haruka impliquant sa sœur cadette, alors il pensait que c'était la raison pour laquelle Haruka avait laissé Nifel
intervenir, mais ce que Haruka voulait, c'était que personne d'autre ne prenne ce risque. Encore plus surprenant fut la proposition de Yue qu'il ferait tout parce qu'Iris avait misé sa vie sur lui. Tant que c'était pour une personne, il pouvait tout faire. Ces mots stupéfièrent Haruka, à la fin, la laissant seule dans ses pensées. Dans l'ascenseur, Yue se remémorait des souvenirs passés concernant certains pactes ou contrats. Iris était inquiète que Nifel ne l'épargne pas, mais Yue la rassura en disant qu'il les chasserait pour elle à leur arrivée. Iris voulait rester aux côtés de Yue, et non seulement il accepta, mais il lui prit aussi la main en signe de profonde réassurance, ce qui apaisa quelque peu l'anxiété d'Iris. L'obscurité est tombée, les soldats de l'armée de Nifel avaient déjà été déployés, prêts à attaquer. Yue a dit à Iris de rester en place et qu'il utiliserait des armes paralysantes, mais c'était difficile car les soldats avaient de vraies armes à feu, alors que lui n'en avait pas. Les balles pleuvaient vers Yue, mais un par un, les soldats étaient rapidement abattus par lui car, après tout, il avait été dans l'armée. Donc, l'agilité était nécessaire. Le bruit des tirs continuait de résonner. Cela terrifia Iris au point qu'elle trembla de manière incontrôlable. Finalement, tout se calma à nouveau. Bien que préoccupée, voyant que Yue était indemne, Iris se calma aussi. Soudain, derrière eux, il y avait un soldat encore capable de bouger, ayant l'intention de blesser Yue. Sans avoir le temps de réfléchir beaucoup, elle a invoqué un bouclier pour le protéger du danger. Cette action a surpris Yue, mais il lui a quand même rappelé que sa sécurité était la chose la plus importante en ce moment. Ils atteignirent un endroit près de la falaise et seuls eux deux attaqueraient Léviathan s'ils franchissaient la dernière ligne de défense. Soudain, la voix de Mitsuki retentit, rejetant les paroles de Yue à l'instant. À ce moment-là, Mitsuki voulait que Yue lui confie Iris, et il comprenait aussi le sentiment de devoir mettre fin personnellement à un camarade qui s'était transformé en dragon. Les deux se débattaient, aucun ne voulant être celui qui tuerait Iris. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait dit qu'ils allaient se battre quand, pour distraire Mitsuki, Yue a lâché qu'il pouvait voir ses sous-vêtements, la faisant baisser sa garde pour qu'il puisse toucher sa tête et gagner. C'était la règle entre eux deux quand ils étaient enfants. Yue a rejeté l'idée précédente de mettre fin à Iris et a plutôt dit qu'ils devraient se battre ensemble jusqu'à leur dernier souffle. La scène a changé pour le début de soirée. Lisa a demandé pourquoi Yue et Iris étaient ici. Iris s'est excusée sincèrement auprès de Lisa. De plus, Yue a souligné qu'Iris pourrait être une clé pour les aider. Des paroles de Yue, on pouvait voir jusqu'où allèrent ses capacités. Pendant que tout le monde parlait, Léviathan s'est approché avec une présence terrifiante. Lisa, par inquiétude pour Iris, voulait qu'elle descende au refuge. Mais Iris semblait avoir pris sa propre décision de ne pas fuir et de ne pas abandonner. Le pouvoir du bâton dans sa main soutenait en partie tout le monde. Le bouclier gravitationnel entourant le monstre disparut, créant une occasion en or de le détruire. Chaque personne lançait ses propres attaques. Comparé au combat plus tôt dans l'après-midi, ils s'en sortaient beaucoup mieux maintenant. Il semblait qu'ils avaient vaincu Léviathan, mais non, il était enragé. Sa fureur a eu certaines conséquences pour tout le monde. Léviathan continuait d'avancer malgré les attaques d'Iris. Yue se remémora le passé, se souvint du moment où il avait obtenu son pouvoir, se souvint du pacte avec Yggdrasil, mais le prix qu'il avait payé était ses souvenirs. Dans le présent, Mitsuki leva son arc visant directement Iris. À ce moment-là, Yue intervint et se plaça derrière elle, puis se retourna pour regarder Mitsuki, lui demandant de lui faire confiance. Puis Yue s'approcha d'Iris, voulant emprunter le pouvoir de son bâton pour continuer le pacte de leur enfance. Encore des souvenirs, ce qu'il avait dû sacrifier pour obtenir le pouvoir. Une arme massive apparut et sa cible était Léviathan. Le monstre hideux devant eux, combiné avec la flèche divine de Mitsuki, fit disparaître Léviathan à jamais du monde, incapable de nuire à quiconque à nouveau. À la fin, Yue sourit seulement à Iris une fois avant de s'effondrer inconscient. La scène se déplaça vers la chambre de Yue le lendemain matin. Il a reçu des éloges de Loki. Dans le message de Loki, il était heureux de coopérer avec Yue. Soudain, le téléphone a sonné. Mitsuki était venu voir Yue pour s'assurer qu'il allait bien, et Yue a taquiné sa petite sœur. La nuit est tombée à nouveau. Yue et Iris se sont rencontrés sur une plage. Iris a proposé qu'elle et lui soient amis. Peut-être qu'elle ne le savait pas, mais ils étaient déjà amis selon les mots de Yue. Cela surprit beaucoup Iris. Elle était également reconnaissante envers Yue parce que tout ce qu'elle voulait lui avait été accordé, et elle voulait donc lui montrer sa gratitude avec un baiser. Peut-être que ce baiser a tout changé. La scène nocturne silencieuse, seule la silhouette de Tyr apparaissait faiblement dans l'obscurité. Devant elle se trouvait un cristal rose cramoisi brillant intensément. Il tomba sur le lit où se trouvaient déjà 4 autres cristaux. On pourrait penser que l'atmosphère resterait calme, mais non. Une fusée éclairante de l'extérieur força la porte principale à s'ouvrir et fut lancée à l'intérieur. Puis, un par un, tous les gens dans la pièce, sauf Tyr, furent électrochoqués et perdirent connaissance. Cela terrifia Tyr et elle serra son ours en peluche fermement dans ses bras. L'autre personne s'avança pour faire face à Tyr et tendit la main, mais fut repoussée par les courants électriques entourant la zone. Le masque blanc s'était élevé haut et brillait. Cette personne ne cachait plus rien et a révélé ses yeux, et c'était Yue.
En voyant ce visage, Théar semblait pourtant incapable de réaliser quoi que ce soit. En entendant la question de Théar, l'autre personne émit un rire froid puis parla d'un ton moqueur. « Tu es un dragon ». Tôt le matin, Yue fut réveillé par le cri de Mitsuki. Voyant cela, il courut rapidement à l'étage et ouvrit brusquement la porte de sa chambre. La scène était alors Mitsuki nue, assise par terre, la main couvrant sa poitrine. Voyant cela, Yu avait même l'intention d'avancer mais a immédiatement reçu un coup sur la tête de sa part et a été expulsé. La scène a ensuite changé pour l'image d'un ciel dégagé. Mitsuki a grondé Yu pour être entrée dans sa chambre alors qu'elle était nue. À ce moment-là, Yu s'est soudainement arrêté, a regardé sa main et a vu un symbole étrange, très similaire à celui sur la taille d'Iris auparavant. En arrivant en classe, Lisa a salué Yu activement. Cela l'a beaucoup surpris, mais Lisa a seulement dit qu'elle passait par là et l'a salué. Lisa a dit qu'elle se sentait très reconnaissante envers Yu lorsqu'il a participé à la mission importante concernant le Léviathan et l'a fait apprenti. Bien que Yu ne comprenne pas à quoi cela servait, à ce moment-là, comme Iris ne s'était pas encore assise à son bureau, Yu est allé la chercher. En la voyant, il l'a appelée. Cela a surpris Iris et elle a tenu sa jupe. Iris a dit des mots avec inquiétude que Yu n'a pas compris. Mais aujourd'hui, tout a changé car il y avait un examen de santé spécial et donc, les premières et deuxièmes périodes ont été échangées et Yu a été examiné séparément. Il est arrivé devant la salle du président à l'étage supérieur. Devant lui se tenait Charlotte, celle qui était en charge de Midgar cette fois-ci, et à côté d'elle se trouvait sa secrétaire personnelle, Mika. Les deux se saluèrent, puis Charlotte s'approcha de Yu avec un ton prudent, ne voulant pas que des filles voient le corps d'un garçon, puis s'excite. Charlotte cria fort, pointa Yu et le gronda. Puis elle commença à examiner le corps de Yu. Charlotte attrapa la main avec son emblème de dragon et murmura. Soudain, elle lécha la main de Yu, le rendant embarrassé. L'examen était terminé et une nouvelle a été révélée. Cet examen visait à vérifier les crêtes de dragon des étudiants. Un grand écran est apparu. Dessus, l'image d'un basilic qui était sorti de son repère dans le Sahara. Pensant que c'était terminé, Charlotte invita Yu à partir en expédition. Mais contrairement à d'habitude, ses intentions furent stoppées par la secrétaire Mika à ses côtés. Iris a terminé son examen, puis est sortie et s'est affalée, ayant l'air très impuissante. Ailleurs, Mitsuki se tenait sur le podium tout en présentant un autre nouvel ami, Onoka et Théar, les cibles du basilic. Il semblait que Yu avait rencontré Théar quelque part, donc elle lui paraissait très familière. Ensuite vint l'explication que la corne sur la tête de Théar ne provenait pas d'une crête de dragon, mais était créée par de la matière noire. Lorsque Mitsuki a parlé de Théar en tant qu'humaine, elle s'est mise en colère, insistant sur le fait qu'elle était un dragon, puis a libéré son pouvoir, plongeant toute la salle dans le chaos. Ses courants électriques, l'un après l'autre, ont détruit les lumières, plongeant tout le monde dans l'obscurité. Théar a vu le visage de Yu lorsque les lumières se sont rallumées, puis a couru pour le serrer fort dans ses bras. Elle a même dit qu'elle était née pour être la mariée du dragon, et que Yu était son mari. Yu était choqué mais ne pouvait rien faire d'autre qu'esquisser un sourire gêné. Il a emmené Théar rencontrer Mademoiselle Haruka et a expliqué la situation d'avant quand il l'a rencontrée. Et Haruka voulait aussi que Théar soit dans la même classe que Yu, à côté de lui, pour qu'il puisse lui enseigner des connaissances. Mademoiselle Haruka ne voulait pas que Théar se retrouve dans la même situation qu'Iris. Mitsuki s'est présenté à Théar, ce qui l'a rendu plus à l'aise avec Mitsuki. Théar, quant à elle, était naïve. Cela fit également sentir à Mitsuki que des ennuis arrivaient. En entrant dans la salle de classe, Iris salua Théar très gentiment, mais elle passa froidement devant Iris et alla au siège de Yu. D'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée assise sur les genoux de Yu et même obstinément, ce qui agaçait tout le monde dans la classe, y compris Lisa. En rentrant chez elle, elle a même serré Yu dans ses bras, rendant Iris, qui marchait derrière, un peu triste. Yu et Théar sont allés se promener au bord de la mer. Pendant que les deux parlaient, derrière eux se trouvait Iris avec des yeux tristes. Cet endroit était autrefois celui où elle avait embrassé Yu, donc elle trouvait injuste que Théar soit toujours à côté de Yu. Chez Yu, Mitsuki fronça les sourcils en voyant cela. Yu a ramené Théar à la maison. Iris a également suivi. Quand Iris est entrée dans la chambre de Yu, soudainement Théar s'est précipité pour la pousser dehors, puis a insisté que sa chambre était son nid. Mitsuki l'a rappelé à l'ordre. Alors les choses se sont calmées, et ils se sont tous assis pour étudier correctement ensemble. Théar a eu toutes les réponses justes, puis a serré Yu dans ses bras, voulant qu'il se baigne avec elle comme récompense. Voyant les deux continuer à se disputer, Mitsuki a décidé que tout le monde se baignerait ensemble. Mais absolument personne n'était autorisé à enlever son maillot de bain. La nuit est tombée. Iris et Théar s'étaient endormis, mais Yu et Mitsuki ne l'étaient pas. Les deux se tenaient sur le balcon en parlant de la situation actuelle de Théar. Mitsuki a dit que quelqu'un lui avait dit que Théar avait été trouvé dans une organisation qui vénérait les dragons. Et il la traitait comme une véritable déesse. Mais Théar a été manipulé par eux, se faisant ressembler à un dragon. Le lendemain matin, avant d'aller en cours, Yu a persuadé Théar de se faire des amis avec d'autres personnes en dehors d'eux. Finalement, Théar a accepté de saluer tout le monde et a reçu des salutations amicales similaires, ce qui a changé sa perspective. Voir tout le monde discuter joyeusement sans hostilité a ravi Théar de l'atmosphère du moment. Cela a également rassuré Mitsuki et Yu.
Iris a demandé à s'asseoir à côté de lui comme Tear, mais Yu a refusé. Alors elle s'est ennuyée et s'est affalée sur le bureau pendant tout le cours. Et à partir de ce moment-là, la relation entre Tear et les autres filles de la classe s'est améliorée. Elles sortaient manger ensemble, étudiaient ensemble, comme des amis qui se connaissaient depuis longtemps. Lisa, voyant Tear s'accrocher à Yu, n'en pouvait plus. Alors elle a voulu instruire Tear personnellement. Ensuite, Lisa, avec Yu, a appris à Tear comment utiliser la matière noire. Alors qu'elle se concentrait sur l'invocation de sa propre arme, l'image de la personne mystérieuse du passé est apparue, accompagnée de voix résonantes voulant que Tear se souvienne qu'elle était un dragon. À ce moment-là, le pouvoir de Tear a perdu le contrôle et a créé une tornade massive l'entourant. Yu et Lisa ont vu cela et étaient très inquiets pour sa sécurité. Lisa a appelé le nom de Tear, mais à l'intérieur de la tornade se trouvait la silhouette de Tear. Il semblait qu'elle n'était plus elle-même, manipulée par quelque chose de profond en elle. À ce moment-là, Lisa expliquait à Tear l'arme imaginée. Elle est utilisée pour que le processus de transformation matérielle devienne plus précis et efficace. Semblant intéressant, Tear l'a essayé avec enthousiasme. Elle ferma les yeux pour se concentrer. Immédiatement après, un flux de petites puissances apparut autour de Tear. Ces petites étincelles scintillaient progressivement et se fondaient en une masse d'énergie plus grande. Tear pensait continuellement dans sa tête les mots « mon pouvoir »,« tout mon pouvoir » pour créer l'arme de Tear. Mais en se concentrant trop, une personne mystérieuse en cape l'appela, faisant sursauter Tear. Elle a laissé entendre à plusieurs reprises que Tear était un dragon. Cela a fait apparaître un puissant vortex autour de Tear, l'enveloppant et répandant un vent tempétueux. À ce moment-là, tout le monde était inquiet pour Tear. Laissant de côté le moment tendu, Tear se souvint soudain des belles images d'être avec sa famille. Mais la joie ne dura pas longtemps. Tous furent emportés par les flammes et disparurent. Dans le désespoir, la figure encapuchonnée apparut de nouveau, rappelant à Tear que rien de tout cela n'était réel. Et maintenant, laisse tout de côté. Révèle ta véritable forme de dragon. À l'intérieur, Tear était comme ça. À l'extérieur, Tear était entourée d'une énergie violette. Soudain, la fille s'est réveillée et a déclaré qu'elle était un dragon. À ce moment-là, des ailes, des pieds et des mains apparurent progressivement, suivis d'une série de puissantes ondes de choc attaquant la zone. Lisa paniqua et se retira. Yu, inquiète, se précipita pour la protéger, mais toucha malheureusement le mauvais endroit et en profita même pour presser et tâtonner plusieurs fois. Puis, tous deux, gênés, ignorèrent cela et se concentrèrent sur la situation plus dangereuse où Tear s'était transformé en dragon. Parce que l'arme imaginée par Tear avait pris la forme d'un dragon, et Tear avait complètement cru qu'elle était un dragon. Puis des éclairs ont de nouveau attaqué les deux. Voyant la situation tendue, Lisa a décidé qu'il devait trouver un moyen de séparer Tear du dragon. Ensuite, Lisa a invoqué l'arme Gungnir, transpercée. Des flammes ont éclaté, se dirigeant directement vers le dragon. Lorsqu'elles ont transpercé son aile, celle-ci s'est immédiatement restaurée à son état d'origine. Bien que difficile, Lisa était déterminée à ne pas laisser Tear rester ainsi. Elle a persisté à tirer sur les deux ailes et a continué à utiliser la technique de perçage. À ce moment-là, Tear s'est soudainement réveillée et s'est séparée de la forme de dragon. La fille est tombée librement d'en haut. Yu a rapidement couru pour attraper Tear et n'a cessé de l'appeler par son nom. La fille l'a regardé un instant puis s'est évanouie. Ensuite, ils ont amené Tear dans une chambre pour se reposer. Yu s'est juste assis à regarder Tear et a décidé d'attendre qu'elle se réveille pour lui parler. Juste au moment où il sortait, Yu vit Honoka enlever sa chemise pour vérifier la blessure sur son dos. Yu s'excusa timidement puis se détourna, mais en profita pour faire connaissance avec la beauté et découvrit que Honoka était blessée parce qu'elle avait fait des erreurs lors de l'entraînement à la transformation de matière. En entendant cela et se sentant trop embarrassé, Yu demanda à partir, mais il fut retenu par Honoka qui lui demanda de l'aider à appliquer de la pommade sur son dos. Il prit poliment du coton, le trempa dans un antiseptique et le tamponna sur la plaie. Dans cette situation gênante, Yu demanda ses circonstances et apprit que Honoka avait une relation plutôt froide avec sa mère et qu'elle n'avait pas de père ayant vécu de manière indépendante depuis l'enfance. Voyant cela, Yu se lia immédiatement d'amitié avec elle et lui proposa que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle devrait lui dire. Il serait prêt à aider. Après que tout fut terminé, un appel téléphonique est arrivé. C'était au sujet du culte du dieu dragon qui prévoyait de sauver Tear Lightning. Cependant, le système de défense de Midgar était serré, donc il n'avait pas encore pu s'infiltrer. Par conséquent, l'unité anti-Niflheim qui lit sur Tear Muspelheim serait déployée, et quand qu'il y arriverait, il y aurait pas mal de victimes, donc Loki comptait sur le lieutenant Monono, Yu. Juste au moment où il raccrocha le téléphone, Tear se précipita en demandant pourquoi elle s'était évanouie, où étaient Lisa et tout le monde. Yu posa ses deux mains sur ses épaules pour la rassurer et suggéra qu'il sorte pour parler de certaines choses. Yu raconta à Tear ce qui s'était passé plus tôt, qu'elle s'était transformée en dragon, blessant Lisa et détruisant la salle d'entraînement, mais il savait que ce n'était pas de sa faute. Cependant, il lui rappela de s'excuser auprès de tout le monde et lui fit promettre une chose.
Désormais, elle ne devait plus se considérer comme un dragon. Elle était une fille humaine. Mais Tyr refusa. Elle invoqua son pouvoir et dit qu'elle était un dragon. C'est pourquoi elle avait une telle force. Puis il a expliqué que si elle continuait à croire qu'elle était un dragon, elle ne pourrait jamais rester aux côtés de Yuyu et de tout le monde. Et Yuyu a aussi réalisé que les parents de Tyr étaient faux. Ils avaient été réduits en cendres. Maintenant, elle n'avait plus que Kili. Elle a dit que c'était comme dans l'illusion plus tôt quand elle a concentré son pouvoir. Puis Tyr a sangloté, ce qui a causé de la peine à Yuyu. Alors il l'a prise dans ses bras et l'a réconfortée. Après avoir parlé un moment, Yuyu ramena Tyr pour rencontrer tout le monde. Voyant que tout le monde l'accueillait joyeusement, Tyr sortit timidement de derrière Yuyu et s'excusa auprès de tous. En voyant Tyr ainsi, tout le monde fut étonné, puis dit que ce n'était rien et qu'il ne s'en souciait pas du tout. Mais Lisa était différente. Elle s'approcha et frappa Tyr sur la tête, disant que ceux qui faisaient des erreurs devaient être punis. Ils doivent être corrigés avant de sombrer dans la culpabilité. Et Tyr s'était déjà racheté. Elle alla serrer Tyr dans ses bras et sourit pour la rassurer. Tyr n'avait plus besoin de s'inquiéter à ce sujet. Voyant que tout le monde avait résolu le problème, Iris eut soudain une idée. Elle suggéra que demain, ils pourraient tous sortir ensemble. Cela semblait amusant, alors ils choisirent une plage verte avec des vagues pour jouer. Iris accourut en montrant son nouveau bikini après avoir été frappée par les vagues plus tôt. Yuyu a loué qu'elle était belle dedans, ce qui a fait rougir Iris et s'effondrer. Tyr a également demandé à Yuyu comment elle était. Yuyu l'a regardée et a loué Tyr comme mignonne. Mais Tyr voulait seulement qu'il dise qu'elle était belle et a défié Iris. Le premier jeu était un château de sable. Iris a établi la règle que celui qui renverserait le bâton en premier serait le perdant. Ensuite, ils ont continué à jouer ensemble et Tyr a été le gagnant. Après, Lisa et d'autres groupes d'amis sont également arrivés au complet. Puis Yuyu l'a aussi complimenté Lisa en disant qu'elle était belle dans son maillot de bain. Mais cela a agacé Mitsuki qui a lancé un ballon sur Yuyu. Elle a critiqué que c'était du harcèlement. En entendant cela, Yu a dû utiliser sa tactique de diversion pour la complimenter en disant qu'elle était belle, mais Mitsuki a également dit qu'elle ne rougirait pas facilement comme les autres. Cependant, après qu'il l'ait complimentée, elle a rougi encore plus et lui a même tiré l'oreille. Passons à Tyr et Iris. Tyr gagnait toujours en gardant le bâton immobile. Après cela, tout le monde a également passé un bon moment ensemble. Certains sont allés pêcher. Certains se prélassaient sous le soleil sur la plage. Certains lisaient des livres et discutaient entre eux. C'était vraiment une sortie paisible et joyeuse. Puis ensuite, tout le monde a joué au volleyball sur la plage. À côté d'eux, Ariella et Miyazawa étaient assises sur la plage jusqu'au soir, toujours incapables d'attraper un seul poisson. Et puis le principal a aussi voulu se joindre à leur amusement. Ensuite, ils ont commencé à griller un barbecue sur la plage joyeusement et délicieusement. Cette nuit-là, Yuyu l'observait silencieusement tout le monde s'amuser. Voyant qu'il semblait seul, le principal est venu à côté et a confié à Yuyu. Après avoir discuté un moment, puis se sentant ennuyé, le principal a souhaité danser et chanter avec les élèves. Mais Mika l'a frappé sur la tête et l'a ramené au travail. Cette nuit-là, Yuyu était dans le salon et lisait des informations sur Kili. Elle était la chef du culte du dieu dragon depuis 3 ans, soupçonnée d'avoir participé à plus de 300 incidents terroristes, brûlant tout sans nécessairement les toucher, une divinité du système du feu. Elle a choisi de vivre comme un dragon, et Yuyu ne voulait pas que Tyr vive comme elle. Juste au moment où il serrait les dents, serrait le point de frustration, un tremblement de terre a étonné Yue. Il devint rapidement alerte et malheureusement, dehors, c'était déjà en flammes comme ce que Yue avait lu à propos de Kili. Pendant que Yue parcourait des informations sur Kili, dehors, il y avait déjà un feu ardent. Un dragon était entré de l'extérieur pour attaquer. Les alarmes d'urgence retentissaient continuellement et un rang bleu s'infiltrait ici. C'était le bleu Hekatonchir. Yue est sorti, inquiet, pour voir. Il se demandait pourquoi il était là. Le principal était extrêmement étonné que personne ne l'ait détecté. Mais puisqu'il était là, il devait se battre. Pourtant, cela semblait assez problématique. Ensuite, la voix du haut-parleur a calmé tout le monde. « Étudiants, veuillez rester calmes et descendre au refuge. À tout prix, n'approchez pas de l'académie pour le moment. » Ryumin avait confirmé que cette fille était la seule avec une marque changeante, ce qui signifiait que la cible de ce Hekatonkir pourrait être Tyr Lightning. Ces événements rendaient Tyr extrêmement inquiète. Comprenant ses sentiments, Lisa se pencha doucement pour la rassurer. Tyr, voyant cela, se sentit aussi quelque peu soulagé. Et puis Mitsuki voulait que Lisa protège Tyr. Alors que celui qui était toujours à côté de Tyr était Yue, Mitsuki voulait lui demander de faire autre chose, parce que Tyr faisait toujours confiance à Yue, et Yue était aussi celui qui choisissait toujours d'agir de la manière la plus convenable. Tyr vit Yue partir et se sentit inquiète, mais il réconforta aussi la fille, et promit qu'il reviendrait. Après avoir rassuré Tyr, Mitsuki donna immédiatement des ordres. Firel et Ren se rassemblent sur le toit, tandis qu'Iris a rejoint ses forces avec Mitsuki et Yue. Ariella s'est envolée dans le ciel et a signalé tout changement s'il y en avait, même si tout était préparé
préparé minutieusement, ce dragon n'avait aucune réaction et personne ne savait pourquoi il dévastait le monde. Haruka a demandé de ne pas tenter de le tuer, et qu'Atonkires ne pouvait pas mourir. Même blessé, il reviendrait à la normale. Et Nifel avait également signalé qu'ils avaient réussi à couvrir son corps d'explosifs sous forme gazeuse, mais il s'était quand même régénéré complètement. Maintenant, on ne pouvait que se concentrer sur la défense pour minimiser les pertes possibles. Mais avec Yue, c'était différent. Il pensait toujours qu'il y avait une autre solution. En regardant ce dragon, Yue se souvenait de quand il était plus jeune. Il avait toujours aspiré au pouvoir et avait accepté ce pacte. Et puis Yue a accepté l'unification et a ouvert le feu. Se souvenant de ces moments, Yue a ensuite demandé à Mitsuki si elle l'avait amené ici parce qu'elle voulait qu'il le combatte comme il y a 3 ans. Mitsuki confirma cela et pensa qu'en ce moment, seul Yue pouvait chasser ce dragon, même temporairement, mais ce serait son dernier recours, car s'il répétait ce qui s'était passé auparavant, Midgar subirait une perte très lourde. De plus, Mitsuki craignait que Yue utilise à nouveau ce pouvoir. Cependant, quoi qu'il en soit, Yue était toujours déterminé à protéger Tiar et tout le monde à l'académie. Changement de scène à l'intérieur de la pièce. Tyr était effrayé, serrant Lisa étroitement. En ce moment, Lisa était toujours avec Tyr, la rassurant et la gardant calme. La fille n'avait peur de ne pas savoir si Yue pouvait gagner. Et Lisa a dit que faire confiance à son homme et attendre était la vertu d'une femme. Cela a rendu Tyr un peu plus forte. Mais de manière inattendue, la situation n'était pas si simple. Juste au moment où elle finissait de parler, une explosion fit soudainement s'éteindre les lumières dans la pièce. Kili était arrivée et avait pris Tyr. Elle avait simplement claqué des doigts et une explosion était apparue juste à côté de Lisa et Tyr. Voyant la situation tendue, Lisa se transforma immédiatement et se mit en avant pour protéger la fille. En regardant le visage de Kili, elle semblait calme. En effet, c'était le cas. La lance de Lisa se dirigea vers Kili sans le moindre effet, comme si un bouclier invisible la protégeait, et puis un autre claquement de doigts fit tomber Lisa en arrière. Kili s'avança lentement vers Lisa, son regard extrêmement froid. Un rayon de lumière brillait directement sur le bout de son doigt. Voyant cela, Lisa s'est dépêchée de protéger Tyr et a fui avec elle. Mais où qu'elles aillent, Kili les suivait de près. Chacun de ses pas était une flamme couvrant l'espace. Kili se rapprochait progressivement, tandis que Tyr et Lisa se cachaient silencieusement dans une pièce fermée, écoutant chaque explosion se rapprocher. Comment pouvait-elle échapper à l'emprise de Kili? Par conséquent, Lisa n'avait d'autre choix que de se dresser pour protéger Tyr et invoqua Gungnir. Lisa tira sans relâche sur Kili et dit à Tyr de fuir. Il semblait que Kili était bien plus forte. D'un simple regard, elle anéantit instantanément Lisa. Du côté de Yue, il entendit une sorte d'explosion et fut surpris, demandant à tout le monde, mais personne d'autre n'entendit. Il se rappela avec inquiétude, quand il avait entendu l'appel de Loki, que l'organisation adorant les dragons commençait à planifier le sauvetage de Tyr. Les défenses de Midgar n'étaient pas faciles à infiltrer, ce qui signifiait aussi qu'ils enverraient Kili. En se remémorant ces mots, Yue réalisa soudain qu'il avait été trompé par une diversion. En effet, Kili avait assommé Lisa, laissant Tyr seul en danger. À ce moment-là, une marque apparut sur la cuisse de Tyr. Kili s'approcha et prit Tyr. Lisa lutta pour se lever et bloquer Kili, ne lui permettant pas d'emporter Tyr, et Kili frappa Lisa sans pitié. Une vague de puissance s'éleva dans le ciel. Tout le monde l'a vu. Avec cette source de puissance, le dragon avait bougé. Lorsque Kili a pris Tyr dans ses bras pour partir, elle a heureusement été rattrapée par Yue juste au moment où Kili levait le doigt pour claquer. Yue tira rapidement une balle sur Kili, mais elle fut bloquée par son bouclier. Ensuite, l'arme dans la main de Yue fut également chauffée par Kili jusqu'à devenir brûlante et fondre. Yue regarda son arme, maintenant réduite à une masse visqueuse. Il réalisa que c'était la technique ultime de conversion de matière à haute température. Puis Kili exprima son souhait de ramener Tyr à Basilisk où elle appartenait, et Kili reprocha à Tyr de ne pas la suivre, ce qui l'avait forcé à abattre Lisa. Yue lança une attaque avec colère, mais ensuite il réfléchit à nouveau. Si c'était vraiment une transmutation de matière, Yue aurait dû voir de la matière noire. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Kili claqua rapidement des doigts pour frapper Yue, et l'arme de Yue continua de disparaître. Ensuite, Yue fut brutalement attaquée. Tyr a tout vu. Elle se souvenait quand ses parents avaient été brûlés vifs et supplia Kili d'arrêter. Voyant que la fille semblait mal en point, elle écouta et épargna Yue. Puis Tyr accepta à contre-cœur d'obéir à Kili et de devenir un dragon. Et Kili continua à manipuler son esprit. Elle dit que devenir l'épouse de Basilisk apporterait le bonheur à tout le monde, y compris à Tyr. En repensant au bonheur aux côtés des étudiants de l'académie, Tyr réalisa soudain quelque chose et se mit à pleurer. La fille sentait qu'elle était déjà bien trop heureuse ici et refusait fermement de partir. De plus, elle voulait devenir la mariée de Yue plutôt que celle de Basilisk, et elle a toujours voulu rester humaine. Parce que Tyr refusait d'obéir, cela irritait Kili. Elle claqua des doigts une fois, une énergie puissante jaillit de son bout de doigt. Kili décida qu'elle rendrait Tyr incapable de vivre comme un humain désormais. Yue se précipita pour l'arrêter, mais ne put pas. Tyr était terrifiée.
Voyant la fille ainsi, Yue déchaîna immédiatement la puissance du Léviathan, repoussant Kili. Kili reconnut cette source de pouvoir et exigea que Yue lui remette Tear. Bien sûr, il n'était pas d'accord et Kili menaça qu'il regretterait de ne pas lui avoir remis Tear aujourd'hui. Avant que Yue ne puisse réfléchir, le dragon avait déjà pénétré dans la Académie, détruisant chaque structure sur son passage. Que ferait Yu ensuite pour arrêter Hécatonchie et protéger Tear? Les souvenirs du passé refirent surface progressivement, de nombreuses années auparavant, lorsque des monstres apparurent soudainement et menacèrent la vie humaine. Yu se souvenait des moments où il rencontrait les étudiants. Ils se battaient ensemble pour protéger ce monde. Récemment, Yu a rencontré Tear, une fille mignonne et énergique, mais c'était précisément cette fille qui a attiré un monstre féroce et a apporté la destruction à l'Académie. Kili est soudainement apparue et a blessé Lisa sans pitié. Elle voulait forcer Tear à partir. Tear s'est mise en colère, refusant de se plier et a été sévèrement réprimée par elle. À ce moment-là, Tear, blessé, s'est évanoui dans les bras de Yu. Il a furieusement interrogé Kili sur ses origines. Kili a répondu de manière trompeuse qu'elle était une Di. Évidemment, Yu ne croyait pas ses paroles. Kili laissa entendre que sa véritable identité serait à Yu de décider. Elle rit avec moquerie et partit rapidement. Maintenant, Yu avait encore une autre grande menace à affronter. Mitsuki, ne recevant aucune réponse de sa part, appela urgemment à haute voix dans le transmetteur. Les étudiants, tous inquiets pour Yu, se concentrèrent simultanément sur la plage, non loin de là. Quelques instants plus tard, le transmetteur reprit soudain vie. La voix de Yu résonna à travers l'appareil, faisant pousser un soupir de soulagement à tout le monde. Le monstre gigantesque continuait toujours à avancer lentement plus profondément dans l'île. Yu, tout en portant Tear sur son dos, demanda précipitamment à Mitsuki quelle était la situation actuelle. En se basant sur la carte qu'elle tenait, elle suggéra de détourner le monstre de l'Académie. Ariella est devenue anxieuse lorsqu'il n'y avait aucun moyen de faire changer de direction le monstre gigantesque. Mitsuki a soudain eu une idée. Elle a suggéré d'utiliser le vent pour forcer le monstre à retourner vers la mer, puis de lancer une attaque. Tout le monde était unanimement d'accord avec ce plan. Comprenant l'idée, Yu a rapidement amené Tear dans un endroit sûr pour les rejoindre, mais à un moment donné, Tear s'était déjà réveillé, attrapant son épaule, l'arrêtant par surprise. Tear est descendu de son dos, déterminé à se battre aux côtés de tout le monde contre le monstre. Iris, en entendant cela, a rapidement essayé de la dissuader puisque Tear était la cible même de l'attaque du monstre colossal. Tear a de nouveau affirmé qu'elle voulait se battre avec eux et ne voulait plus fuir. Yu s'inquiétait aussi qu'elle perde le contrôle comme avant, alors il a rapidement essayé de la persuader. Mais Tear est restée résolue, disant qu'elle n'était plus une Di. Voyant sa détermination et son désir de protéger, Yu et les étudiants acceptèrent à leur tour la résolution de la fille. Maintenant, le monstre changea soudainement de direction vers Tear et Yu alors qu'ils se déplaçaient. Mitsuki, voyant l'opportunité, mena rapidement et urgemment ses camarades en position de combat. Le monstre massif, ne leur prêtant aucune attention, poursuivait toujours Tear sans relâche. Sous le commandement de Mitsuki, les étudiantes attaquèrent le monstre successivement avec de nombreuses techniques. Le monstre, endurant de nombreux coups puissants, s'effondra juste après. Mais il ne s'arrêta pas, il tendit sa main immense vers Tear. Dans ce moment dangereux, Tear chercha désespérément sa force. Une paire d'ailes s'étendit largement derrière elle. Un puissant éclair de tir entourait le monstre, mais ne pouvait toujours pas repousser la bête féroce. Yu visa précipitamment son arme sur elle. À ce moment-là, dans sa tête, résonna la voix d'Yggdrasil. Il suivit ses paroles et cria la phrase de commande. La balle tirée propulsa le monstre vers le haut. Les étudiantes fixèrent toutes simultanément avec étonnement le champ de répulsion étrange. Immédiatement, Yu leur signala bruyamment d'attaquer à nouveau pendant que le monstre était affaibli. Yu exprima son intention d'emprunter la force de Tear. La fille accepta sans hésitation. Yu échangea à nouveau ses souvenirs pour gagner plus d'énergie. Il ne voulait pas perdre les merveilleux camarades à ses côtés. Tous ensemble lancèrent une attaque simultanée sur le monstre sous le commandement de Mitsuki. Lorsque le monstre fut poussé dans la zone de tir, Yu lança rapidement un coup de canon sur lui. Ne montrant aucun signe de régénération, le monstre fut détruit. La lumière du soleil brillait à nouveau sur l'île. Tout le monde se réjouissait. Yu se sentait chanceux, croyant qu'il n'avait pas trop changé. À l'académie, le principal s'échappa des décombres. Elle regarda la scène désolée autour d'elle et ne put s'empêcher de se sentir furieuse. Maika la frappa soudainement forte à la tête, la réprimandant pour avoir obstinément conçu le bâtiment trop haut en ignorant toutes les objections de Maika. Elle admonesta sévèrement la principale enfantine et lui fit signe de regarder Haruka pour apprendre. Haruka venait justement de sortir de l'abri. Voyant les élèves toujours en sécurité, elle ne put cacher sa joie. Le temps passa. Enfin, Lisa a également repris connaissance après avoir été soignée. Tear l'est rapidement serré dans ses bras en sanglotant, remerciant
remerciant Lisa d'être à ses côtés. Lisa était profondément touchée et réconforta doucement la fille. Ailleurs, Mitsuki et Haruka discutaient des événements qui venaient de se produire. Ils déploraient tous deux les lourds dégâts causés par l'affrontement avec le monstre et la confrontation avec Kili. La chambre de Mitsuki avait également été gravement détruite. Haruka suggéra qu'elle devrait trouver un nouvel endroit où loger. À ce moment-là, Yuyu était aussi préoccupé par ce problème, car sa propre chambre n'était pas en meilleur état. Iris a timidement suggéré qu'il pourrait temporairement rester dans sa chambre. Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, Tear s'était déjà approché et avait proposé que Yuyu l'épouse pour qu'il puisse vivre avec elle. Yuyu n'était pas d'accord car il pensait que c'était trop soudain. Tear rétorqua immédiatement qu'elle avait toujours dit qu'elle était la femme de Yuyu. Tear devint soudain triste, pensant que Yuyu ne voulait pas l'épouser. Yuyu expliqua, impuissant, à la fille les règles humaines, qu'aucun d'eux n'était assez âgé pour se marier. Tear comprit et retrouva joyeusement son état normal. Elle embrassa doucement Yuyu sur la joue pour marquer que tous deux étaient maintenant fiancés. Le baiser inattendu de la fille laissa tout le monde stupéfait. Iris était réticente. Elle se leva d'un bond, voulant s'approcher pour embrasser Yuyu, mais Tear serra Yuyu étroitement pour l'en empêcher. Elle insista sur le fait que maintenant ils étaient déjà fiancés et que lorsqu'ils se marieraient, elle embrasserait Yuyu sur les lèvres pour sceller cela. Iris révéla immédiatement qu'elle avait déjà embrassé Yuyu sur les lèvres, laissant la fille stupéfaite. Se tenant entre les deux filles, Yuyu se sentait impuissant. Soudain, Mitsuki s'avança avec colère. Elle déclara que Yuyu resterait dans la chambre à côté de la sienne dans l'aile du dortoir et interrogea également les trois pour être trop bruyants. Son expression sévère fit que Iris et Tear s'excusèrent simultanément. Mitsuki tourna froidement le dos pour partir, mais se retourna soudainement et dit froidement que Yuyu était en fait le plus en faute. Yuyu fut légèrement surpris d'entendre son nom, mais n'eut d'autre choix que de baisser la tête et d'admettre sa faute. Ce soir-là, dans sa chambre privée, Mitsuki se concentra sur la rédaction du rapport concernant l'incident. En voyant son comportement froid, Yuyu réalisa aussi qu'elle boudait pour quelque chose. Soudain, Mitsuki arrêta de taper, montrant qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse avec lui. Elle parla de la raison de l'apparition du monstre à l'académie et de la possibilité qu'il ait été transféré ici depuis ailleurs, bien qu'une telle chose ne se soit jamais produite auparavant. Mitsuki fronça les sourcils en mentionnant la balle de Yuyu qui avait annulé la gravité et propulsé le monstre vers le haut. Yuyu se mit à transpirer froidement et dit à contre-cœur qu'il ne faisait que le tester, pensant que cela pourrait avoir un effet. Mitsuki devint légèrement en colère face à son imprudence. Elle fut soudain troublée par les secrets que Yuyu lui cachait encore. Yuyu se remémora les choses qu'il avait traversées avec ses amis. Il avait besoin de pouvoir et le prix qu'il a payé était ses souvenirs. Yuyu s'enfonça dans ses pensées et ne dit plus rien, laissant Mitsuki attristé. Yuyu était sur le point d'expliquer quand Mitsuki l'interrompit soudainement en posant une autre question. Elle devint légèrement troublée en demandant à propos du baiser entre Yuyu et Iris, ce qui le fit se figer un instant. Yuyu confirma maladroitement que c'était un baiser de remerciement de la part d'Iris après avoir combattu le monstre plus tôt. Après avoir reçu sa réponse, Mitsuki est soudainement tombée silencieuse. Elle ne dit plus rien et se prépara à quitter la pièce. Mais en atteignant la porte, elle se retourna soudainement pour rappeler à Yuyu de ne plus agir ainsi. De manière inattendue, Mitsuki présenta des excuses à Yuyu et à Iris, laissant Yuyu perplexe. Mitsuki dit hésitamment qu'il était injuste pour Iris que le premier baiser de Yuyu ait été avec elle. Ces mots de Mitsuki firent hésiter Yuyu car il ne pouvait plus se souvenir de ses souvenirs. Voyant qu'il ne répondait pas, Mitsuki s'empressa de dire que ce n'était pas grave car à l'époque, ils étaient tous les deux trop jeunes. Elle suggéra que Yuyu ne devrait pas se soucier du baiser et de la promesse d'il y a longtemps. Yuyu n'était pas d'accord avec ses paroles et réfuta. Il croyait que ses souvenirs avaient toujours existé. Mitsuki, cependant, ne voulait pas être lié par des promesses et préférait lutter seul contre les monstres en tant que tourmenté. Yuyu déclara fermement qu'il mettrait fin à la guerre et n'abandonnerait pas son bonheur. Ces mots touchèrent profondément Mitsuki. Elle se pencha contre Yuyu et éclata en sanglots. Dans un espace indéfini, une fille continuait de réconforter Mitsuki lorsqu'elle avait perdu la volonté de se battre. Soudain, tout changea. La fille nommée Miyako se retourna et partit, suivant l'appel de quelqu'un. Les mains qui l'enlaçaient couvrirent la fille. Mitsuki paniqua et appela désespérément le nom de son ami. Elle se réveilla soudainement du cauchemar qui l'avait toujours hanté. Le lendemain, les étudiants se rassemblèrent au café de l'académie. Tear s'enquit attentivement et prit soin de tout le monde et s'apprêtait à ajouter du sucre dans la tasse de Yuyu. Iris s'est soudainement rapprochée, insistant sur le fait que Yuyu préférait le café noir. Tear s'est légèrement fâché, expliquant les bienfaits des sucreries. Iris ajouta rapidement du sucre dans la tasse de Yuyu. Tear, ne voulant pas céder, ajouta un autre morceau de sucre. Iris ne recula pas. Elles ajoutèrent du sucre tour à tour, rendant tout le monde très exaspéré. Lisa, troublée, prit la parole pour les admonester. Soudain, Lisa exprima sa gratitude envers Tear pour l'avoir sauvée, ce qui rendit Tear momentanément joyeuse à nouveau. Voyant la situation s'apaiser, Yuyu prit la parole, louant Lisa comme une bonne fille, ce qui surprit Lisa. Elle devint indignée, pensant qu'il se moquait d'elle. Yuyu expliqua rapidement qu'il la complimentait simplement.
Il a soudainement continué à louer l'apparence de Lisa, ce qui l'a rendu légèrement embarrassé. Iris et Tear voulaient aussi être complimentés et ont simultanément mis la pression sur Yu-Yu. Un appel de l'académie a interrompu tout cela. Quand tout le monde s'est rassemblé, Haruka a immédiatement annoncé la nouvelle qu'ils avaient reçue. Un monstre approchait. Ce monstre pouvait transformer tout en pierre et en sel avec sa lumière rouge. À en juger par sa direction, il se dirigeait vers l'île, visant directement Tear. Haruka a averti du danger de ce monstre et a suggéré qu'il se déplace vers une île déserte pour trouver un moyen de le détruire avec l'île. Après la réunion, Iris et Yu-Yu se promenèrent le long de la plage. Yu-Yu s'inquiétait que voyager par bateau puisse raviver les souvenirs douloureux d'Iris, mais Iris sourit largement, l'assurant qu'elle allait bien, laissant Yu-Yu momentanément ébahi. Il loua Iris pour sa force, car elle le surprenait toujours. Iris semblait pleine de fierté en elle-même. Yu-Yu a soudainement dit qu'il voulait en savoir plus sur elle, ce qui a laissé Iris stupéfaite. Yu-Yu s'est empressé de s'excuser, pensant qu'elle n'aimait pas ça. Iris rougit, croyant qu'il voulait la connaître. Les deux se regardèrent maladroitement, sans en dire plus. Le lendemain, le groupe partit comme prévu. La directrice regarda le navire s'éloigner progressivement avec une immense tristesse, mais ses émotions furent soudainement interrompues par la barre de fer de Maika. Sur le bateau, tout le monde a continué à discuter de leurs plans à venir. Haruka a annoncé qu'un élève d'une autre classe se joindrait à eux. Haruka a présenté l'élève comme ayant des réalisations exceptionnelles. C'était Honoka. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de louer avec enthousiasme le record de Honoka. Honoka accepta humblement leurs compliments et salua chaleureusement tout le monde. À ce moment-là, Tear se précipita pour annoncer l'apparition d'un dauphin. Iris entraîna rapidement Honoka avec excitation. Yu-Yu ne les rejoignit pas, mais retourna dans la cabine. Miyazawa et Firil étaient absorbés par leur propre travail. Tous deux se sentaient étourdis, alors que le mal de mer les submergeait. Yu-Yu les regardait impuissants, toujours en train de lire des livres et d'utiliser un ordinateur sur le bateau. Yu-Yu arracha le livre de Firil, ce qui la mécontenta. Il proposa de le rendre après qu'elle se soit remise du mal de mer. Miyazawa, sentant le danger, serra fermement son ordinateur, refusant de le lâcher. Voyant leur mécontentement, Yu-Yu les salua rapidement, puis partit pour les laisser se reposer. Alors qu'il marchait dans le couloir, il entendit soudain Mitsuki et Lisa se disputer. Il était sur le point d'avancer quand quelqu'un l'a tiré en arrière. Mitsuki insistait sur le fait qu'elle se sentait coupable envers Miyako et que Lisa n'avait pas besoin de lui pardonner. Lisa, mécontente, continuait à questionner Mitsuki en disant qu'elle n'avait pas besoin de prendre la responsabilité à sa place. Yu-Yu et Ariala se cachèrent dans un coin, incapables d'intervenir car c'était une affaire privée entre eux deux. Lisa, irritée, s'éloigna tandis que Mitsuki continuait à se blâmer et à mettre toute la faute sur elle. En retournant dans sa chambre, Yu-Yu se remémora également ce qui s'était passé des années auparavant. Mitsuki avait autrefois accidentellement mis sa proche amie en danger. Il croyait que Lisa avait toujours ressenti du ressentiment envers Mitsuki. Perdu dans ses pensées, Firil vint à lui et exigea le retour de son livre. Il demanda comment elle allait. Firil répondit qu'elle allait bien. Elle prit sa main et la posa sur son ventre pour vérifier qu'elle avait beaucoup mangé ce jour-là. Cette action a surpris Yu-Yu et il a rapidement reculé. Firil a regardé froidement sa réaction et a continué à exiger le retour de son livre. Yu-Yu avait l'impression d'être taquiné par elle et menaça imprudemment de révéler la fin du livre. Firil le poussa en colère. Elle lui couvrit la bouche avec force pour l'empêcher de parler. Yu-Yu lutta pour enlever sa main, expliquant qu'il n'avait jamais lu le livre. Firil devint légèrement en colère d'avoir été trompé. Yu-Yu suggéra hésitamment qu'elle s'éloigne de lui, mais Firil tendit soudainement la main et le toucha. Firil voulait rechercher de nouvelles choses à écrire à l'avenir. Elle toucha le cœur de Yu-Yu et sentit instinctivement son rythme cardiaque s'accélérer. Yu-Yu dit que c'était une réaction naturelle face à une belle fille. Ces mots stupéfièrent momentanément Firil. Elle pensa qu'il voulait flirter avec elle, mais rétorqua froidement en niant. Après un moment, Firil avait rassemblé ce qu'elle voulait. Yu-Yu a exprimé son souhait d'en savoir plus sur Lisa. Soudain, Firil a mentionné ses 3 mensurations, ce qui a laissé Yu-Yu désemparé. Yu-Yu voulait poser des questions sur l'affaire entre Mitsuki et Lisa. Il voulait trouver un moyen de réconcilier les deux. Firil a révélé que Lisa ne ressentait pas de rancune envers Mitsuki à cause de Miyako, ce qui a laissé Yu-Yu stupéfait. Ce soir-là, Yu-Yu a invité Mitsuki sur le pont du navire pour parler. Il a exprimé son souhait qu'elle s'ouvre sur son histoire avec Miyako. Mitsuki a demandé à le tenir pour rassembler le courage de raconter les événements douloureux. Elle a commencé à tout raconter. Il y a de nombreuses années, Mitsuki avait accidentellement aidé Miyako pendant une grande tempête. Miyako était une fille belle et rayonnante qui a laissé une forte impression sur Mitsuki. Les deux sont progressivement devenus proches après que Mitsuki a découvert que Haruka, son idole, était la sœur aînée de Miyako. Miyako avait des réalisations académiques exceptionnelles et des capacités de contrôle innées, ce qui rendait parfois Mitsuki envieuse. Mais l'affection sincère de Miyako dissipait ses pensées négatives. Les deux sont devenus si proches que Miyako a toujours priorisé Mitsuki et a parfois fait des erreurs.
Une fois, l'académie a diffusé un avertissement d'urgence concernant l'intrusion d'un monstre géant. Les étudiants se sont précipités pour entrer en formation de combat. Alors que tout le monde discutait de la stratégie, Miyako a soudainement marmonné, comme dans un rêve, que le monstre l'appelait. Ces paroles ont stupéfié tout le monde. Le sceau de dragon de Miyako s'est soudainement illuminé. Le monstre a lancé ses tentacules vers eux, mais Miyako n'a pas esquivé. Mitsuki l'atteint rapidement et esquiva sur le côté. En ouvrant les yeux, Mitsuki fut horrifié de les trouver toutes les deux entourées par les tentacules du monstre. Miyako fit face à tout cela calmement. Elle a exhorté Mitsuki à partir, puis a marché directement vers le monstre. Miyako a été avalée tout entière par le monstre géant sous les yeux de Mitsuki. Elle s'est transformée en un autre monstre et est apparue devant eux. Mitsuki a crié de douleur sans fin. Miyako continuait à réconforter son ami. Mitsuki banda son arc et tira droit sur le monstre, le blessant. Sa compétence antimatière laissa tout le monde stupéfait, distrait. Elle entendit alors l'ordre de Haruka, lui demandant de continuer à attaquer. Mitsuki voulait refuser parce que cela blesserait Miyako. Haruka, bien que le cœur brisé, a fermement exhorté Mitsuki. Miyako l'encourageait aussi à viser la flèche sur elle-même. Mitsuki a crié de désespoir en blessant sa plus chère amie de ses propres mains. Après avoir tout entendu, Yu demanda à Mitsuki si elle voulait le pardon de Lisa. Mitsuki, se blâmant toujours, n'osait pas accepter le pardon. Yu a alors suggéré qu'elle donne à Lisa la chance de lui pardonner. Mitsuki insistait encore sur le fait que Lisa avait le droit de lui en vouloir pour avoir blessé quelqu'un qu'elle aimait. Yu a invoqué son autorité en tant que frère pour la persuader. Mitsuki a accepté à contre-cœur de suivre ses paroles. Le lendemain matin, Lisa s'est approchée pour questionner Yu sur son ingérence dans l'affaire entre elle et Mitsuki. Yu révéla calmement qu'elle ne ressentait pas de rancune envers Mitsuki, ce qui l'étonna. En un instant, Lisa réalisa que Firil s'était impliqué dans cette affaire. Elle avait volontairement fait semblant de ressentir de la rancune envers Mitsuki pour alléger son fardeau de culpabilité. Yu sourit et la loua soudainement comme une bonne fille, et conseilla à Lisa de pardonner à Mitsuki et de se réconcilier avec elle. Lisa essaya encore de se montrer arrogante en se retournant et en partant. Derrière lui, le volcan apparaissait progressivement plein de mystères, marquant le début d'une bataille féroce. À l'intérieur de la base, à ce moment-là, Loki avançait lentement. Le moment suivant, il apparut dans la chambre de Dylan et le salua au sujet du Mistilter. Puis, il guida rapidement et expliqua à Loki le sacrifice de ceux qui avaient perdu la vie lors de la précédente mission de collecte de données. À son arrivée, Dylan leva les yeux et s'émerveilla avec fierté. La scène se déplaça vers le navire où Yu et ses camarades observaient l'immense île couverte de fumée devant eux. Soudain, Tyr serra fermement la main de Yu et baissa la tête sans parler, ce qui attira l'attention curieuse de tous. Comme s'il comprenait son inquiétude, Mitsuki posa calmement la question de savoir s'il devrait combattre le basilic, comme s'il connaissait déjà la réponse. Un peu plus tard, le groupe arriva à destination. En voyant leurs expressions inquiètes, Haruka les a doucement rassurés qu'il restait encore environ 3 jours avant la bataille. Peu après, Honoka a été appelée et a immédiatement présenté une pile de documents qu'elle avait préparés pour introduire l'île volcanique. Après lecture, tout le monde est rapidement devenu beaucoup plus enthousiaste et a discuté à plusieurs reprises des sources chaudes là-bas. Voyant tout le monde revenir à un état normal, Haruka était satisfaite et leur rappela les choses à faire avant d'entrer dans la bataille. Le cours se termina lorsque Yu appela Honoka et exprima sa gratitude pour son attention qui avait remonté le moral de Tears et du groupe. En entendant cela, Honoka sourit largement et répondit comme si c'était naturel. Devant, Iris menait tout le monde avec enthousiasme vers la source chaude. La scène passa à Yui, regrettant de ne pas pouvoir aller à la source chaude quand soudain Firil s'approcha et lui fit signe. Il s'avéra qu'elle se renseignait sur Lisa et Mitsuki. Yui ne nia pas ce qu'il avait fait. Juste après, Firil sortit un billet pour une journée à la source chaude à la surprise de Yui, comme si elle avait déjà connu son désir. Cependant, Yui était encore très inquiet de tomber soudainement sur les autres. Mais heureusement, Firil avait déjà anticipé cela. Elle le réconforta lentement en lui disant qu'il serait le seul là-bas. La nuit était tombée lorsque Yui se détendait dans la source chaude. Tout en se sentant reconnaissant envers Firil, soudain la voix claire d'Iris résonna partout, le faisant paniquer et chercher un endroit pour se cacher. Il s'avéra que les autres étaient arrivés à la source chaude et continuaient à discuter joyeusement. Alors qu'ils étaient extrêmement excités, Yu se souvint soudain de l'avertissement de Loki et commença à imaginer le pire des scénarios s'il était découvert. Avant qu'ils ne puissent réfléchir davantage, Ariella, Miyazawa et Firal sautèrent successivement dans la source chaude et s'émerveillèrent de la chaleur. Quand ce fut au tour de Honoka d'entrer, un petit débat s'éleva entre elle et Ariella sur le fait de retirer ou non la serviette de bain. En un instant, Ariella et les autres persuadèrent Honoka. L'instant suivant, Tyr et Firal mentionnèrent Yu, le laissant extrêmement mécontent de la farce de Firal. Ignorant de l'embarras et de la peur de Yuju, les 3 filles, Lisa, Iris et Tyr, continuaient innocemment à se défier
terrifié. Derrière le grand rocher où Yuju se cachait, la voix de Firal retentit soudainement, le stupéfiant sans hésitation. Yuju l'a interrogé sur la présence de tout le monde. Firal est resté nonchalant et a répondu que c'était sa récompense. En entendant la réponse peu sincère de Yuju, elle s'est approchée lentement alors que son visage devenait de plus en plus paniqué. Comme s'il voulait préserver sa pureté, Yuju ne put se retenir et cria fort. Son cri attira rapidement l'attention des filles. Heureusement pour Yuju, Mitsuki entendit le son du téléphone et revint annoncer de nouvelles informations sur le plan de Nifel pour le lendemain. Le matin suivant, la silhouette du basilic apparut sur la mer. Partout où ses pas se posaient, le chemin en dessous se transformait en glace. Comme pour affirmer son autorité, le basilic poussa un grand rugissement dans le vaste ciel. De retour sur l'île volcanique, à travers l'écran de télévision, Dylan a salué le groupe de Yu. Immédiatement après, il a commencé à louer leur bravoure pour avoir vaincu le Kraken, le Léviathan et l'Hécatonchire. Après avoir marqué une pause d'environ 2 secondes, Dylan déclara qu'il avait une arme pour s'occuper du basilic. Ne permettant pas à Yuju de répondre, Dylan continua à raconter le processus d'investigation de sa capacité d'érosion. En entendant cela, le visage de Tyr révéla une confusion évidente face à ce concept inconnu. Yuju réfléchit un moment puis lui expliqua simplement. De l'autre côté de l'écran, Dylan ajouta rapidement que l'attaque du basilic pouvait accélérer le temps d'environ 2000 ans. Après une analyse détaillée sous les yeux étonnés de tous, il décida de nommer cette technique « catastrophe ». Arika, au nom de tout le monde, posa une question sur l'arme capable de détruire le basilic. Comme s'il avait anticipé sa question depuis longtemps, Dylan expliqua calmement que le temps affecterait presque tout, mais heureusement, l'alliage le plus résistant sur Terre, le mithril, pouvait y résister. Avec un ton de ferme conviction, Dylan parla rapidement de leur développement d'une bombe enfermée dans du mithril pour améliorer la durabilité et la précision afin de réconforter les âmes des camarades tombés face au basilic. Son attitude sévère fit soudain trembler Miyazawa de peur. Cette scène attira l'attention de Yuju. Ariella, assise devant, le remarqua rapidement aussi et se retourna pour clarifier. Leur apparence enjouée fit remarquer Dylan avec curiosité. Le visage de Haruka devint progressivement rouge de gêne à ces mots. Un peu plus tard, le Mistiltein a été présenté à tout le monde dans le ciel bleu clair, accompagné de Dylan et du personnel observateur. De retour à la base où Yuju et Tyr regardaient ensemble le coucher de soleil, elle lui demanda avec inquiétude à propos de son rôle dans la bataille des autres. Comme s'il ne voulait pas que Tyr s'inquiète davantage, Yuju la rassura doucement en disant qu'ils iraient bien, puis il espéra qu'elle viendrait les encourager pour leur donner plus de motivation pour se battre. En entendant cela, Tyr s'illumina joyeusement, comme si elle avait été éclairée. Ses yeux brillaient intensément sous la lueur orange du coucher de soleil. La nuit était tombée, alors que le Mistiltein s'approchait du basilisque et que l'opération était sur le point de commencer. Néanmoins, Dylan discutait soigneusement du plan de bataille avec le groupe de Yuju à travers le grand écran, analysant chaque situation possible en se basant sur les données précédemment recueillies. Juste au moment où Dylan terminait de parler, la douce voix de Tyr résonna. Il s'avéra qu'elle essayait de l'encourager comme elle l'avait promis à Yuju plus tôt. Sous la lumière argentée de la lune, le basilisque marchait lentement. Soudain, il leva la tête vers le ciel, comme s'il avait découvert quelque chose. Comme prévu, le Mistiltein était juste au-dessus à une distance précise. Dans la salle d'observation, Dylan ordonna avec détermination que le Mistiltein soit libéré et en un instant, il entra dans le champ de vision du basilisque. Alors que la distance entre le Mistiltein et le basilisque diminuait, il lança immédiatement son attaque érosive avec le troisième œil sur son dos. En une seule seconde, le Mistiltein perdit son signal et fut complètement anéanti, laissant Dylan et tout le monde complètement stupéfaits. Il semblait avoir perdu toute force. Son visage s'assombrit car il était incapable de répondre à la moindre question. Du côté de Yuju, dès que la nouvelle arriva, Tyr s'effondra soudainement au sol de douleur. Il s'avéra que le sceau du dragon sur son corps se mit soudainement à briller et à chauffer. En voyant cela, tout le monde s'est précipité pour vérifier son état dans l'impuissance de Yuju. Le lendemain matin, à bord du navire de commandement amarré au port, Haruka avait contacté le major général Dylan. Il a informé que le basilic possédait un troisième œil inconnu d'eux, ce qui expliquait pourquoi l'attaque de la nuit précédente avait échoué, entraînant un sacrifice énorme. Haruka croyait qu'il avait été acculé, donc forcé d'utiliser ce troisième œil. Mais quoi qu'il en soit, il devait le détruire pour que le sacrifice des soldats ne soit pas vain. Il s'est renseigné sur Tyr et on lui a dit qu'elle se reposait dans la salle médicale. Yuju craignait que Dylan n'exige qu'il remette Tyr à Nifel, mais non, il a seulement envoyé des excuses pour avoir déçu la fille après avoir accroché. Loki a demandé pourquoi Dylan n'avait pas ordonné son élimination dès que le sceau du dragon avait changé de couleur. Après tout, depuis le début, c'était Nifel qui avait capturé la fille. Pourtant, Dylan restait silencieux sans répondre. Le crépuscule tombait sur le port. À l'infirmerie, Honoka était assise à veiller sur Tyr. Ses yeux tristes fixaient le sceau du dragon clignotant sur la cuisse de Tyr. Elle tendit la main avec l'intention de le toucher quand le téléphone sonna, l'appelant à une réunion.
Dans la salle de conférence, tout le monde a été informé du troisième œil du basilic qui avait une portée d'attaque d'environ 10 km, soit 2 fois la distance habituelle. Si l'on était frappé par ce rayon d'annihilation, on perdrait des centaines de millions d'années d'espérance de vie. Cependant, pour des dés comme eux, perdre autant d'années d'espérance de vie n'avait pas d'importance. Ainsi, il s'en tiendrait au plan initial, attaquant sa carapace de diamant depuis son angle mort au-delà de sa portée d'attaque. Il devait frapper rapidement pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Ils décidèrent d'utiliser l'île comme couverture, se cachant derrière la montagne et attaquant lorsqu'il serait à environ 6 km. Le vaisseau de commandement servirait d'appât, transportant Thiers vers le nord le long de l'horizon, plaçant l'île directement dans son angle mort. Lorsque le basilic modifiait sa trajectoire, le groupe de Yuyu attaquerait simultanément depuis l'arrière de la montagne. La seule exigence était de tirer à travers l'île, car cette opération consommerait une énorme quantité de matière noire. Haruka a divisé tout le monde en paires, l'un attaquant, l'autre soutenant en fournissant de l'énergie. Mitsuki serait en paire avec Ariella, Lisa avec Migizawa. En entendant cela, Yuyu s'inquiéta un peu en pensant que la blessure de Lisa n'était pas encore complètement guérie. Lisa a assuré qu'elle avait promis à Thiers que sa blessure irait mieux au début de l'opération. Le prochain duo était Ferrol et Honoka. C'était aussi la première opération de Honoka, mais comme elle devait seulement fournir du soutien, Haruka lui a rappelé de rester calme et de suivre le plan. Le dernier duo était Yuyu et Iris. Elle n'avait qu'à combattre comme elle l'avait fait contre le Léviathan. Haruka a soigneusement rappelé à tout le monde de ne pas être complaisant tant que le basilic n'était pas vraiment détruit. Il devait également se méfier s'il avait des capacités cachées qu'il n'avait pas encore découvertes. Enfin, tout le monde a décidé de mettre fin à la bataille avant que le basilic ne puisse déclencher son rayon d'annihilation. Au loin, le basilic s'approchait lentement de l'île. Derrière l'île, Yuyu s'entraînait à sa nouvelle compétence. Il a tiré une balle d'énergie, provoquant la chute des rochers environnants dans un état de gravité zéro et flottant en l'air. Mais lorsque la balle a disparu, l'effet a pris fin et les rochers sont tombés. C'était le pouvoir du Léviathan, l'annulation de la gravité. À ce moment-là, il se rappela les mots du directeur, disant qu'il n'était pas le seul à pouvoir reproduire le pouvoir des dragons. Après la mort du Kraken, sa jeune sœur, Mitsuki, avait acquis la capacité d'antimatière. Bien que rien ne puisse confirmer qu'une telle chose était sûre, cela s'était déjà produit auparavant. Le directeur a conseillé à Yuyu de ne pas s'inquiéter. Il a retrouvé sa détermination et a pensé qu'il pouvait utiliser cette compétence pour sauver tout le monde. Mais ensuite, le directeur avait émis une hypothèse audacieuse en contre-pensée, que tous avaient volé leur pouvoir aux dragons, que les humains étaient des créatures terrifiantes volant leur force, que Yuyu était un chasseur, pas une proie. En terminant son souvenir, il fut surpris par le bruit retentissant venant de la direction d'Iris. Elle s'entraînait en attaquant des flèches rocheuses lointaines. Voyant Iris atteindre sa cible même de loin, Yuyu n'hésita pas à la féliciter. Alors les deux s'assirent et discutèrent. Iris a dit qu'elle donnerait tout ce qu'elle pouvait dans ses moyens. Yuyu a loué qu'elle dépassait toujours ses attentes. Ces mots la firent rougir. Iris se souvenait de ce jour au bord de la mer, quand il avait dit beaucoup de choses, parmi lesquelles que Yuyu voulait la connaître, et elle aussi. Revenant au présent, Yuyu se demandait si c'était bien qu'Iris lui ait donné son premier baiser en guise de remerciement. Iris a dit que cela ne la dérangeait pas parce que c'était Yuyu. Juste au moment où Yuyu allait dire quelque chose, Iris, affaiblie par l'émotion, a placé sa main sur sa bouche, craignant qu'il ne dise quelque chose qui la rendrait triste et affecterait la mission. Et même s'il avait l'intention de dire quelque chose qui la rendrait heureuse, elle ne le permettrait pas car ils devaient concentrer leur esprit et se battre pour Thiers. Après la fin de l'entraînement, tout le monde est retourné à l'infirmerie pour rendre visite à Thiers, avant de partir au combat. Lisa a promis qu'elle ne laisserait pas le dragon capturer la fille, et espérait qu'elle pourrait essayer d'attendre encore un peu pour eux. Faiblement, Thiers a dit qu'elle attendrait le retour de Yuyu et de tout le monde. Yuyu a également promis qu'il vaincrait le dragon rouge Basilisk et qu'il reviendrait ensuite vers elle. Lorsque Basilisk était encore à 15 km de l'île, ils ont commencé l'opération. Le navire de commandement a immédiatement mis les voiles, tandis que le groupe de Yuyu se cachait discrètement derrière l'île. Basilisk se dirigeait tout droit, mais a soudainement ressenti quelque chose d'étrange, a cligné des yeux plusieurs fois, a réajusté sa cible et a tourné sa direction vers le navire de commandement. À ce moment-là, sur la montagne de l'île, les attaquants désignés ont commencé à invoquer leurs armes. Mitsuki a invoqué un arc, Ferrol a invoqué un livre de sorts, Lisa a invoqué une lance, et Yuyu a invoqué un grand canon grâce au pouvoir du dragon à 6 têtes, Yggdrasil. Lorsque le groupe d'attaque s'est mis en position, le groupe de soutien a commencé son travail. Ariella a transmis de l'énergie à Mitsuki, Honoka à Ferrol. C'était la première fois qu'elle sentait l'énergie abondante traverser son corps. Miyazawa à Lisa et Iris à Yuyu. À ce moment-là, depuis le vaisseau de commandement, l'annonce est venue. Basilisk n'était qu'à 6 km de l'île. Haruka a commencé le compte à rebours pour cette opération d'attaque supposément surprise.
Le groupe de Yu a essayé d'amasser autant d'énergie que possible, espérant réussir. Dès que l'ordre de tirer a été donné, immédiatement la flèche perçante, le tir de canon surnaturel, l'orbe d'énergie et la lance enflammée ont jailli, déclenchant leurs attaques. La puissante énergie a transpercé des couches de roches et de sol, se précipitant directement vers le dragon rouge basilisque à une vitesse extrême. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, son troisième œil l'a quand même détecté. Basilisk n'a pas hésité à déclencher son rayon de destruction rouge mortel, interceptant l'attaque du groupe de Yu. Le rayon destructeur était si puissant qu'il a complètement englouti leur attaque et a même rebondi, brisant la montagne et les frappant à la place. Tout le monde paniqua de choc, incapable de croire à ce résultat. Dans l'infirmerie du vaisseau de commandement, Thiers convulsait de douleur comme électrocuté. Dehors, le rayon de destruction de Basilisk transperçait l'île. Personne ne savait si le groupe de Yu allait bien. À ce moment-là, Yu parla doucement à Iris, disant qu'il espérait mieux la connaître un jour. En entendant ces mots sincères, Iris rougit timidement et exprima enfin les sentiments qu'elle avait gardés en elle depuis si longtemps. Pendant ce temps, Mitsuki affirmait toujours résolument que le péché d'avoir tué Miyako était le sien seul à porter et qu'elle devait expier. Puis Lisa réprimanda Mitsuki à plusieurs reprises devant tout le monde. En voyant cela, Thiers souhaitait pouvoir faire quelque chose. Tandis que Thiers se tordait de douleur, tout le monde à l'extérieur la regardait, inquiet pour elle. Lisa jura qu'elle ne laisserait jamais les dragons prendre Thiers. Alors que Lisa lançait son attaque depuis l'île, les yeux du dragon rouge émettaient une puissance qui surpassait les attaques de tous les autres. Elle perçait de nombreuses couches. Juste à ce moment-là, Yu tira précipitamment une balle qui dévia le cours de cette puissance comme un genre de tour de physique indien. Mais heureusement, grâce à l'aura des protagonistes, cela a fonctionné, et la puissance disparut. Voyant à quel point la situation était mauvaise, dans la salle de contrôle, Haruka ordonna rapidement à tout le monde de se retirer immédiatement, en se déplaçant à la plus basse altitude possible. À ce moment-là, le dragon rouge lança une autre attaque sur l'île, perçant tout avec une force destructrice immense. Après un moment de silence, la salle de contrôle a rapporté précipitamment que l'équipe d'attaque était revenue. En entendant cela, Haruka a immédiatement ordonné d'augmenter la vitesse et de quitter la zone sur le champ. Pendant ce temps, tout le monde était encore rassemblé à l'infirmerie, inquiet pour Tyr. Lisa et les autres étaient tristes car ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. À ce moment-là, tout le monde avait fui. Peut-être avait-il été vaincu. Dans ce moment de calme, soudainement Mitsuki se détourna et partit la première. La voyant partir, Yu essaya rapidement de la suivre, mais avant qu'il ne puisse, Haruka l'arrêta. Elle encouragea Yu, disant que c'était grâce à lui que tout le monde avait pu revenir sain et sauf. Humblement, Yu répondit que le mérite revenait plutôt à Honoka. Mais malgré cela, l'opération avait échoué et Nifel ne les laisserait pas tranquilles facilement. À ce moment-là, Mitsuki était sur le pont, et Yu est sorti en courant pour partager ses pensées avec elle. Mitsuki se reprochait profondément d'être inutile, mais Yu continuait de l'encourager, disant qu'il n'abandonnerait jamais. Puis, il lui a rappelé la promesse qu'elle avait faite à Lisa, et Yu a continué à exhorter Mitsuki qu'il ne voulait pas qu'elle continue à porter toute la responsabilité comme ça, lui rappelant de ne pas abandonner. En entendant ces mots, elle se sentit un peu plus légère et quelque peu réconfortée. La scène passa à Yu et Mitsuki examinant la bataille entre le dragon rouge et Nifel. Yu estima que Nifel semblait avoir mieux réussi qu'eux, tandis que Mitsuki reconsidérait leur plan initial. Ils avaient utilisé l'horizon et l'île, attaqués même depuis l'angle mort du dragon. Et bien que cela semblait parfait, Mitsuki se demandait pourquoi il était encore capable de les détecter. À ce moment-là, Yu remarqua et réalisa que le dragon rouge n'avait pas utilisé son troisième œil lorsqu'il les avait attaqués. S'il avait utilisé cet œil, ils auraient été finis. En réalisant cela, Yu se rendit immédiatement à la salle de contrôle et demanda à Haruka de contacter Loki Jotunheim de Nifel. Yu dit à Loki qu'il ne voulait pas tuer Tyr et qu'il avait un nouveau plan. Yu espérait maintenant que Loki pourrait persuader Nifel de lui prêter un Mistelten. Yu croyait que s'ils utilisaient Mistelten, ils avaient encore une chance de vaincre le dragon rouge, même si auparavant Mistelten n'était rien comparé à lui. Voyant la détermination de Yu, Loki décida de l'aider cette fois-ci. Après avoir terminé l'appel avec Yu, Loki se connecta immédiatement avec le Major Général Dylan. La scène changea à nouveau, avec Yu appelant tout le monde dans la salle de réunion. Il croyait que la stratégie de Nifel était la manière la plus utile de combattre le dragon rouge, et la seule chose qui manquait à Mistelten était une couche de mithril suffisamment épaisse. Si les 10 comme eux complétaient cela avec leur capacité de transmutation de matière, ils pourraient l'utiliser pour achever le dragon rouge. Puis Lisa a donné son avis. Le troisième œil du dragon rouge pouvait désintégrer même le mithril, et aucune quantité de mithril ne pouvait y résister. C'est pourquoi Nifel avait abandonné.
Yu a rétorqué que cela ne s'appliquait que si elle pouvait utiliser la catastrophe. Yu a expliqué en détail. Jusqu'à présent, le dragon rouge avait tiré la catastrophe 2 fois de son 3e œil, et chaque fois, cela nécessitait environ 5 secondes d'activation. En plus de cela, il aurait dû pouvoir l'utiliser contre eux. Mais il ne l'avait pas fait, ce qui signifiait qu'il y avait un prix à payer à chaque utilisation. Le groupe de Yu ne pouvait générer de la matière noire qu'en quantité limitée, et peut-être en était-il de même pour le dragon rouge. Il avait utilisé tout son pouvoir pour détruire Mistletoe, et dans les 5 secondes qui suivaient, il serait épuisé, ce qui signifiait qu'il serait sans défense juste après l'attaque, et que ce serait le moment où il pourrait le détruire. S'il pouvait fournir suffisamment de mithril pour résister à ces 5 secondes du 3e œil, Mistletoe pourrait atteindre le basilic dragon rouge. Après discussion, tout le monde était d'accord, sauf Honoka, qui est restée silencieuse. Lors de cette même réunion, elle a décidé de parler avec Yu. Honoka était encore mal à l'aise à l'idée de détruire le dragon rouge. Mais alors qu'elle exprimait son hypothèse, Iris a éloigné Yu parce que Lisa et Mitsuki étaient de nouveau en conflit. Mitsuki avait décidé qu'elle monterait à bord de Mistletoe, mais Lisa refusait fermement de laisser son amie faire une telle chose. Cependant, la détermination de Mitsuki ne pouvait être arrêtée. Voyant cela, un par un, leurs amis se portèrent tous volontaires pour prendre la place de Mitsuki, y compris Yu. À ce moment-là, Lisa a proposé une condition sous laquelle elle pourrait pardonner à Mitsuki. Mitsuki devait concevoir une stratégie parfaite qui inclurait naturellement la participation de tout le monde, qui satisferait tout le monde présent et surtout qui ramènerait tout le monde en sécurité. Tard dans la nuit, Mitsuki s'est assise, l'air absent, sur le pont. Et une fois de plus, Yu, toujours aussi attentionné, est venu partager et la réconforter. À ce moment-là, Mitsuki se souvint des jours de son enfance où Yu la réconfortait et restait à ses côtés, ce qui la rendait très heureuse. En y pensant, elle ouvrit soudain les yeux et le regarda. Tous deux sourirent et discutèrent joyeusement ensemble. Puis, Mitsuki partit en courant vers sa chambre, déterminée à trouver un nouveau plan. Mais à ce moment-là, un nouveau problème surgit. L'infirmerie où Tyr se trouvait avait été complètement détruite. Yu pensa immédiatement à l'ombre de Loki. Yu se précipita pour chercher Tyr et à ce moment-là, il vit Honoka l'emporter. Il se précipita immédiatement pour l'arrêter, mais Honoka claqua des doigts et le repoussa. Ce geste familier lui fit instantanément réaliser le lien entre Honoka et Kili. Au moment suivant, Honoka se transforma en sa véritable forme. Kili, son visage rempli d'une intention meurtrière alors qu'elle souriait à Yu. Maintenant, Yu comprenait enfin qu'elle les avait trompés tout ce temps. Kili admit que l'atmosphère au sein de leur groupe n'était pas mauvaise, bien qu'elle regrettât de devoir retourner à son chemin solitaire. Yu refusa de laisser Tyr être transformé en basilisque et se tint prêt à combattre Kili pour la protéger. Kili se moqua de lui, disant qu'il n'avait que 2 choix, soit détruire le dragon rouge basilisque, soit détruire Tyr. Mais elle proposa un 3e choix, vivre en tant que dragon. La vie n'était-elle pas meilleure que la mort? Qu'est-ce qui pouvait être pire que mourir? Mais Yu n'était pas influencé par de tels mots. Il déclara fermement que Tyr avait choisi de vivre en tant qu'humaine et qu'il ne la livrerait jamais. Les mots échouant, ils s'affrontèrent en bataille. Kili invoqua une rafale de tirs explosifs, tandis que Yu invoqua un bouclier. En termes de force de matière noire, Kili était bien supérieur. Mais Yu ne se souciait pas de savoir si oui ou non. Tant que son adversaire était humain, il ne perdrait pas, car il était le plus fort Fafnir de Loki. Saisissant un éclat de son bouclier brisé, Yu utilisa sa rapidité divine pour esquiver rapidement la pluie de projectiles et se rapprocher de Kili, la maîtrisant. Kili a demandé pourquoi il ne l'avait pas tué, mais Yu a répondu que Tyr avait choisi d'être humain et il voulait savoir ce que Kili choisirait. Avec un sourire calme, elle a dit qu'elle était un dragon, mais Yu lui a rappelé ses propres mots selon lesquels il pouvait décider de ce qu'elle était, et maintenant il a décidé que Kili était aussi humaine. Enfin, Kili relâcha Tyr. Avant de partir, elle avertit Yu que Basilisk était un adversaire redoutable, capable de voir l'avenir. Puis avant de partir, elle embrassa légèrement Yu sur la joue, lui disant de prouver qu'il était plus fort que Basilisk. Quand Mitsuki et Lisa se précipitèrent après avoir entendu les explosions, Kili avait déjà disparu. Ils ramenèrent rapidement Tyr à l'infirmerie, où Yu expliqua tout aux autres. En apprenant que Basilisk pouvait voir l'avenir, Mitsuki comprit enfin pourquoi ils avaient échoué auparavant. La scène se déplaça vers un avion militaire. Mitsuki révisa à nouveau le plan de bataille. Le point de largage pour Mistletoe serait à 15 000 mètres et il se rendrait sur le site de largage en utilisant l'avion de Niflheim. Firo et Mitsuki contrôleraient la trajectoire de Mistletoe jusqu'à ce qu'il frappe Basilisk. Oriella déploierait plusieurs couches de barrières physiques pour protéger Mistletoe et le groupe.
Lisa et Miyazawa créeraient un bouclier aérien pour réduire l'onde de choc de l'explosion sur tout le monde, tout en gérant les développements inattendus tels que la confirmation de la durée de l'attaque du troisième œil qui devait rester dans les 5 secondes. Si l'attaque durait plus de 5 secondes, ils exécuteraient le plan A. Si elle attaquait une deuxième fois, plan B, si elle choisissait d'esquiver, plan C, quel que soit le plan utilisé, chaque membre était vital. Enfin, Yu-Yu et Iris, leur rôle dépendrait fortement de la situation. Un par un, le groupe glissa de l'avion sur Mistiltine avec une détermination ferme. Cette fois, ils détruiraient le dragon rouge Basilisk et sauveraient Tyre. Alors que l'opération commençait, Basilisk sembla sentir quelque chose. Il leva les yeux vers le ciel, ses yeux clignotants et un grognement grondant dans sa gorge. Sur le vaisseau de commandement, Haruka a signalé que le dragon rouge avait cessé de bouger, probablement conscient de Mistiltine. Le compte à rebours a commencé à 3 minutes. À l'infirmerie, le seau de dragon de tir brillait alors qu'elle se tordait de douleur, respirant de l'oxygène sur le lit. Au moment où Mistiltine a atteint sa position, Haruka a donné l'ordre de le libérer. Ils ont commencé à ajuster son altitude. Basilisk ne montrait aucune intention d'esquiver, alors ils ont recalibré la trajectoire de Mistiltine. Firo a soigneusement calculé le chemin de descente pour le plan de bataille. En dessous, Basilisk a changé de posture, se préparant à intercepter Mistiltine comme auparavant. À 10 000 mètres d'altitude, son troisième œil a commencé à accumuler de l'énergie puis à libérer son rayon de catastrophe rouge. Tout le monde a commencé à décompter la durée de ce mouvement en 5 secondes, et ils avaient prédit correctement. Le troisième œil ne pouvait lancer son attaque que pendant 5 secondes. Cependant, Mitsuki ressentait du regret. S'il avait attaqué quand ils étaient à 5000 mètres, cela aurait été mieux. Elle a demandé à tout le monde de se préparer pour la deuxième attaque du troisième œil. Lisa a analysé qu'il avait peut-être attaqué tôt, juste pour gagner du temps pour sa deuxième frappe. Alors qu'ils discutaient encore, « It's a story for your infat, hein? » Ils avaient déjà atteint 5000 mètres. À cette distance, le basilic pouvait attaquer avec son mouvement de catastrophe normal. Bien sûr, la catastrophe n'était pas assez forte pour empêcher le Mistiltine de s'en approcher, donc il devait continuer à utiliser son troisième œil. Mitsuki restait calme, car si le dragon cramoisi attaquait en fonction de l'avenir qu'il voyait et que ses actions pouvaient changer cet avenir, alors il retournerait son propre arme contre lui en changeant leur avenir et en lui portant un coup inattendu. Mistiltine a été brisé par le deuxième coup du troisième œil et le groupe a immédiatement déployé le plan B. Dès que la silhouette du groupe de Lisa apparut, le dragon cramoisi Basilisk vit également son propre avenir sombre. Il tourna la tête pour fuir, mais c'était trop tard. Lisa lança la sainte lance, transperçant son troisième œil. Le basilisque rugit de douleur, gravement blessé. À ce moment-là, Yu-Yu et les autres avaient également atterri au sol. Yu-Yu a tiré une balle en apesanteur. Firo a lancé une attaque avec une sphère d'air comprimée. Miyazawa a frappé avec un marteau, Mjolnir, sur le dragon cramoisi. Et Iris a utilisé un mouvement explosif pour briser ses défenses solides. Mitsuki et Lisa étaient toutes deux déterminées à ne jamais laisser la tragédie de Miyako se reproduire. Enfin, Yu-Yu emprunta le pouvoir des 6 dragons Yggdrasil pour tirer une puissante balle d'énergie anti-dragon. Mitsuki tira la flèche ultime, Lisa lança sa lance flamboyante, et Ariella, avec tout le monde, a également aidé à attaquer. Étant assiégé à courte portée, le dragon cramoisi Basilisk ne pouvait plus endurer. Finalement, son corps explosa, une épaisse fumée noire s'élevant. À l'infirmerie, le sceau du dragon de tir était revenu à la normale. Yu-Yu et tout le monde avaient réussi. Tout le monde était encore en vie. Lisa a loué l'excellent plan de Mitsuki et a décidé de lui pardonner. Lisa a couru pour embrasser Mitsuki et a exprimé son admiration, fière d'avoir une amie comme elle. Tout le monde s'est précipité pour s'embrasser en célébration. Dans une haute tour, M. Dillon a reçu le rapport que le dragon cramoisi Basilisk avait été anéanti. Dans le bureau personnel de Loki, il sourit avec satisfaction. Dans la salle de bain, Kili embrassa la photo de Yu-Yu sur une tablette, murmurant qu'il se reverrait. Sur la tour de l'Académie de Midgar, le principal vit le navire victorieux revenir et dit joyeusement qu'il voulait organiser un banquet de célébration. Mais sa secrétaire, Mika, lui dit de se retenir car il devait encore reconstruire et réparer l'Académie. Après être revenu à Midgar, Mitsuki est allé remercier Yu-Yu pour ce qu'il avait fait et a également exprimé qu'elle tiendrait la promesse qu'elle avait faite quand ils étaient enfants, qu'elle aimerait toujours son frère plus que quiconque pour toujours. En entendant Mitsuki mentionner des choses du passé, des images fragmentées entre Yu-Yu et sa sœur sont apparues dans son esprit. Il s'est perdu dans ses pensées un instant, puis est allé à l'endroit promis pour regarder le coucher de soleil avec Iris. Yu-Yu a révélé qu'à chaque fois qu'il faisait un échange avec Yggdrasil, il perdait une partie de sa mémoire. Yu-Yu craignait que si un jour il avait besoin d'un pouvoir encore plus grand, il pourrait même oublier Iris.
En entendant cela, elle lui a dit de lui raconter les souvenirs qu'il ne voulait jamais oublier et qu'elle s'en souviendrait pour lui. Même si Yu l'oubliait, Iris n'oublierait jamais Yu car ils seraient toujours ensemble. Le lendemain matin, Mitsuki a tiré Yu courant rapidement vers la classe. Ils ont vu que Tyr s'était rétabli et l'atmosphère de la classe est redevenue animée. Notre histoire se termine ici, mais le voyage de Yu et des filles de la classe Brunhilde ne s'arrêtera pas là. Elles se battront les unes pour les autres jusqu'à ce que tous les dragons soient détruits.